Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute! Avant de commencer, je voudrais vous parler de mon premier sponsor qui s'appelle Movie Motion. Moi, quand j'ai commencé la prod, j'ai été impressionné de voir à quel point c'était compliqué d'employer les gens sur le côté administratif. Les intermittents, ils doivent t'envoyer leurs infos, tu remplis des fichiers Excel, tu envoies ça à un expert comptable, tu dois saisir les choses plusieurs fois, il y a des erreurs, tu dois vérifier les bulletins de salaire un par un, etc. Tu fais des allers-retours et ça te prend énormément de temps. Et ensuite, j'ai découvert Movie Motion, avec lequel tu te connectes avec un intermittent et tu as déjà toutes les infos qui sont pré-remplies. Tu signes un contrat en 3 clics, tu fais des déclarations en 1 clic et derrière tout est juste, il n'y a pas d'erreur. Donc en fait tu n'as rien à vérifier, tu peux complètement enlever ça de ta charge mentale et c'est vraiment top. Donc franchement moi j'ai adoré quand j'ai commencé à utiliser le service, je crois que c'était il y a 5-6 ans déjà maintenant. Et c'est intéressant pour tous les types de prod parce que si tu es dans une grosse prod, c'est intéressant parce que tu as du volume, donc tu peux vraiment optimiser les choses. Et d'ailleurs il y a plusieurs sociétés que j'ai reçues ici qui utilisent la plateforme, comme Eddy, Burr, Sixteen, Lapac, Quad. Et si tu as une petite prod, genre t'es tout seul dans ta prod, et c'est aussi hyper intéressant parce que c'est toi qui fais tout. Donc en fait... si tu peux enlever ça te libère vraiment du temps pour faire des choses plus intéressantes. Si vous venez de la part du podcast, il y a 3 mois gratuits sur l'abonnement, donc vous pouvez essayer facilement et voir si ça vous plaît. Et arrêtez quand vous voulez si ça vous plaît pas, évidemment. Donc rendez-vous sur movinmotion.com, movinmotion.com. Salut les gars. Salut. Alors je reçois Noé et Vincent de la prod Animal. On dit comme ça ? Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Et voilà, première fois que je reçois 2 personnes en même temps, donc voilà, je vais voir si j'arrive à gérer. Est-ce qu'on peut peut-être commencer, vous présenter chacun, dites un peu qui vous êtes et puis ce que vous avez... Oui, ouais, oui. Ce que vous faites dans Animal. Donc, ouais. moi, je m'appelle Vincent, je suis l'un des producteurs de Animal. Je viens de la prod, j'ai un profil de production. Tu veux que je commence dès le début de mon parcours en quelques mots, ce que tu as fait, et ensuite on rentrera peut-être un peu plus dans le détail. Parfait. Moi, ce que je voulais faire, donc j'ai passé un bac classique et j'ai fait une école de publicité. Donc en gros, ce que j'aimais, c'était travailler dans la communication. J'avais pas encore la connaissance sur les métiers de la production et l'envie d'y travailler. Donc du coup, je me formais vraiment à aller travailler en agence. Et petit à petit, j'ai rencontré des gens de la production et j'ai avancé comme ça. Donc je suis monté à Paris avec mes CV en main. Et j'ai rencontré Guillaume de Barry qui travaillait chez Irène à l'époque. Et j'ai commencé en stage chez Irène. Et en tant qu'assistant de production, j'ai fait 1 an là-bas. Et ensuite, j'ai fait 1 an de freelance où je faisais de l'ADA, surtout des notes d'intention, ce genre de choses. J'ai fait un peu de web, etc. Mais c'était toujours des métiers qui étaient liés à la communication. Et je me suis dit, j'ai aimé cette expérience en production, je voulais y retourner. Et je suis remonté, entre-temps, je suis redescendu à Bordeaux, ma ville natale. Et je suis remonté à Paris avec mes CV en poche. J'ai rencontré pas mal de gens. L'avantage, c'est qu'après être passé chez Irène pendant 1 an, permettait de toucher pas mal de monde. La société était l'une des plus grandes productions à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que tout le monde me recevait. Et j'ai rencontré Jimmy Alphon qui m'a embauché en tant qu'assistant de producteur. Et là, du coup, j'ai fait mes armes en tant qu'assistant de producteur, directeur de production, producteur junior. D'accord. Et ensuite, envie de changer. C'est toujours bien d'évoluer dans une même structure, mais c'est bien d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et pour le coup, à ce moment-là, j'ai rencontré Noé. Ouais. Et on a décidé de lancer l'aventure Animal. Ok, bon, t'as fait plein de trucs. Ouais. Et faudra peut-être qu'on voit en détail chaque truc et chaque passage. Mais en gros, si je comprends bien, t'as fait plutôt une école de pub. J'ai plutôt des métiers d'agence au début et ensuite t'as glissé vers la prod. Ma formation, c'est pour être commercial en agence de publicité. D'accord. Donc en gros, chef de projet, commercial. D'accord. Donc aussi une autre façon d'arriver producteur. Exactement. C'est moins courant. C'est cool. En vrai, c'est commercial. Le métier de producteur, c'est aussi du commerce. C'est vrai. Donc du coup, c'est une autre branche. En fait, plutôt que d'aller travailler en agence. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je cherchais un stage, j'ai eu un rendez-vous chez Publicis Bordeaux. Ouais. Et ils n'avaient pas de place pour me prendre en stage. Et donc du coup, l'entretien s'était super bien passé. Je m'étais hyper bien entendu avec la directrice de clientèle qui m'a dit, par contre, je connais quelqu'un qui travaille dans une productions bordelaise. Et donc, elle m'a donné le contact et
j'avais besoin de faire un stage, donc je suis allé dans cette production qui s'appelle Grand Angle, qui s'est renommée Écran du Monde, je crois maintenant. Et j'ai appris la production en fait là-bas et je me suis dit c'est super, ça permet de faire de la pub, faire de la communication, mais différemment. On est plus proche de la création, travailler avec des réalisateurs quand on a 18 ans et que pour nous la production c'est du cinéma. Là on découvre une autre manière de produire et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit je vais quand même creuser cet aspect-là. D'accord. Et je suis jamais allé en agence en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Du coup, Au final. Ouais, au final, je suis jamais allé en agence. D'accord. Ok. Ouais, tu vas nous raconter après. Et toi, Noé, c'est quoi ton... Alors moi, c'est très différent. Ouais. Moi, c'est vraiment côté tournage. Ouais. Moi, j'ai commencé stagiaire. Stagiaire, déco, régie, mise en scène. Ensuite, je suis devenu premier assistant en pub pendant 12 ans. J'étais un très mauvais assistant. T'as fait 12 ans quand même, donc ça... Ouais, ça mais je sais pas comment, parce que j'étais vraiment que du côté des réals. Ouais. Et du coup, on m'embauchait 1 ou 2 fois, et après, on m'appelait plus parce que je coûtais trop cher. Enfin, je disais jamais aux mecs de se calmer. D'arrêter de tourner. Ouais. Et les réals n'arrivaient pas à t'imposer sur leur... Ouais. Sur Et puis un jour, mon meilleur pote a fait un court-métrage. J'étais pas mal jaloux, alors du coup, j'en ai fait un aussi. Ouais. Et c'était un court-métrage féminin où je filmais une fille. Et on m'a dit, ça, tu sais le faire. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais filmer des gonzesses. D'accord. Et donc, je me suis mis à faire des petits courts-métrages féminins où c'était un peu des mini-histoires dans Paris de jeunes filles qui vivaient des petites scénettes. Et ça m'a fait choper des premiers boards en pub. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je pourrais devenir réal de pub. Et ça a duré pendant 7-8 ans. Et puis après, Animal. D'accord. Et c'est alors... très résumé. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Il y a plein de choses dont on va pouvoir parler. Juste par rapport à ça, avant de faire de la pub, tu faisais les formats justement dont tu parlais, c'était des formats plus court-métrage du coup. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que j'avais quand même. Moi, je suis mon père était réalisateur de pub. Du coup, j'ai grandi là-dedans. Donc, c'était un format que je connaissais et surtout, c'est un truc que je voulais faire. Je voulais faire de la pub, quoi. Je me suis jamais dit, tiens, c'est juste une étape pour faire du long métrage ou quoi que ce soit. Ouais. Donc du coup, mes courts métrages, ils étaient formatés pour me vendre en pub. D'accord, ça ressemblait déjà à des pubs. Ça, je l'ai tourné en 35 mm, avec des équipes pour le stylisme, le maquillage, tout ça, vraiment de pub. Et du coup, ça ressemblait à des mini-films Kenzo ou à des choses comme ça. Et donc assez rapidement, j'ai commencé à choper des boards. D'accord. Et t'étais signé dans une production, quelque chose comme ça ou j'ai fait un peu moi j'ai commencé au tout début avec Human chez Hervé Humbert, c'était la boîte d'Olivier Dahan. Et j'étais produit par Elsa qui a créé Frenzy. Ouais. Et que j'ai rejoint plus tard. Donc j'ai fait Frenzy, je suis allé chez Superette et j'ai fini à la PAC. D'accord, donc ça fait mais j'ai surtout bossé à l'étranger. En fait, je bossais beaucoup avec Vanda en Allemagne. D'accord, ok. Ouais. Et le gros de quand j'étais réalisateur, vraiment 99% de mon boulot était en Allemagne. D'accord, 99%. Ouais, vraiment. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Comment ça se fait C'était avec des... Simplement que je faisais des films féminins plutôt sympas parce que un peu drôles. J'essayais toujours de montrer les femmes pas comme dans les pubs clichés des années 90 au ralenti, etc. Mais toujours avec un peu d'humour ou quelque chose de différent. Et en Allemagne, ça marchait bien. En Allemagne, j'étais sexy, j'étais parisien, je faisais de la... Ouais, tu viens de la... À Paris, j'étais juste un de plus, quoi. La ville du luxe et tout ça, quoi. Ouais, à Paris, j'étais juste un de plus. Ouais. Et puis, en plus, j'ai adoré travailler à l'étranger, voyager, tout ça. Donc, j'ai pas du tout vraiment essayé de développer ou de nourrir ça à Paris, quoi. D'accord, ok. Et du coup, alors... Donc toi, tu as un profil un peu plus terrain, tu as fait vraiment plein de tournages. C'est mon truc, ouais. C'est ton truc. Ouais. Et assistant réal. Ouais. Et ensuite, tu es devenu producteur. Et toi, Vincent, pendant ce temps-là, tu étais en train de faire plein de jobs différents dans la prod. Hein. C'est ça que tu m'as... Exactement. Pendant ce temps-là, surtout sur les dernières années, donc moi je travaillais chez MAD, la production de Jimmy Alphon. Et j'étais assistant de producteur. Petit à petit, je m'occupais de gérer aussi toute la partie post-production. Ensuite, j'ai commencé à faire les directions de production de certains projets.
Et après, on s'entendait hyper bien, on n'était que 2 dans la structure, donc j'ai commencé aussi à produire avec lui. Chez MAD, hein, ouais, exactement. Ouais. Sur des projets où quand on avait 3 films en même temps, c'était un peu compliqué pour lui d'être producteur sur tous les projets. Donc du coup, je prenais le relais avec lui. Et ça a duré pendant 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc pendant 5 ans, j'ai vraiment fait toute l'évolution de la production en fait chez lui. Ce qui était un avantage, c'est que lui a créé sa société après être parti de chez Grizzly, qui était un des labels de Irene. Donc du coup, il avait utilisé un peu les mêmes process qu'Irene avait. Et moi, j'ai appris la production aussi chez Irene, en fait. Donc D'accord. du coup, on avait les mêmes méthodes de travail. Donc c'était assez fluide quand on travaillait ensemble. Et tu as fait pas mal de postes assez différents, mais toujours autour de la production, toi. Toujours autour de la production, réal. Ouais, exactement. Et alors, c'est quoi votre rencontre à tous les deux ? La rencontre, c'est la création d'Animal Animal, en fait. C'est au moment où tout d'un coup, j'ai switché de réal à producteur. On pourra raconter la création de la boîte, qui est un peu rock'n'roll. Mais il a fallu que je trouve quelqu'un pour le faire avec moi. Je voulais pas partir dans une aventure seule, en fait. Donc c'est toi qui étais à l'initiative de créer une prod. Ouais. Et mais vous vous connaissiez déjà tous les deux ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors racontez, là, comment tu crées une boîte avec quelqu'un que tu ne connais pas, sans toi-même faire le... Déjà, toi, t'étais pas producteur, donc tu crées une boîte plus t'apprenais un métier, quoi. Moi, je crée une boîte un peu par la force des choses, en fait. Il y a 2 versions à l'histoire. La première version que je raconte, c'est de dire que réalisateur à l'étranger, on responsabilise beaucoup les réalisateurs à l'étranger. Et du coup, tu fais de la prod. Et du coup, je me suis un peu habitué à la prod et je me suis dit, tiens, montons une boîte de prod à Paris. Ça, c'est faux, en fait. La vraie histoire, ça se monte jamais comme ça, les prods. La vraie histoire, c'est qu'en fait, un jour, moi, je suis réalisateur donc en France. Une TV m'appelle et me dit, j'ai un film à faire avec 10 mannequins, truc facile à faire. Est-ce que ça t'intéresse ? Donc oui. Mais avec qui est-ce que tu veux le produire ? Et puis je me dis, je vais monter ma boîte. À ce moment-là, quoi. Ouais. Je me dis, je vais monter ma boîte, comme ça je vais me faire plus de thunes. Ouais. Et du coup, je me dis, comme je veux me faire de la thune, je vais essayer de tout faire tout seul. Donc j'ai pondu un devis pour le film et tout ça, on a tourné, le film est cool. Et puis on commence à m'appeler quelques mois après, parce que j'avais oublié une ligne dans ce devis, qui était la ligne des droits. Ça va. Et tout d'un coup, je commence à devoir un pognon monstre. Donc ça, c'est la deuxième version de l'histoire dont tu parlais. Ouais, cool. Je dois c'est celle-là qui m'intéresse. Il y a 10 nanas. Elles te demandent toutes des droits. Des droits, et les films sont sortis, ça fait 1 an, et j'ai des avocats, etc., etc. Les ordres de grandeur, tu peux donner des ordres de grandeur du film ou des droits je devais 25 000 balles. D'accord, ouais, quand même. Ouais. Et du coup, et puis il se fait qu'il y a sur les 10 nanas, il y en a 7 qui font partie d'une même grosse agence de mannequins. Et le mec de l'agence m'appelle. Il dit, ouais, putain, Noé, je crois qu'on a un problème, parce que là, ça y est, c'est remonté sur mon bureau, donc faut qu'on se voit, parce que c'est pas possible, quoi, t'as déconné, quoi. Et t'avais ignoré des relances et des trucs comme ça. Mais à mort, un truc comme ça. évidemment. Ouais. À mort. Ouais, au début, t'as reçu la première lettre. J'ai déménagé 4 fois. D'accord. Et je suis arrivé dans son bureau, et le mec m'a dit, écoute, j'ai 2 solutions, soit je t'écrase. Ah, il t'a dit ça comme ça ? Ouais, parce que je suis très fort, je suis très lourd, je suis très... mais je vais rien récupérer moi, et ça va servir à rien. Soit j'investis dans ta boîte. Ah ouais. Ouais. Tu vois ? Mais c'est une super leçon d'entrepreneuriat, en fait. Parce que c'est ça aussi... Alors pourquoi j'investis dans ta boîte ? Parce qu'il avait envie de monter une prod, qu'il avait envie d'investir, et puis parce que... Alors, il me connaissait aussi, parce que j'avais fait tourner un peu ses filles pendant toutes ces années où je faisais... Mais... Je sais pas, il s'est dit, c'est un mec comme ça, plutôt que de l'écraser, je vais l'aider. D'accord. Je pensais que sa deuxième solution, ça aurait été, si je t'écrase, je vais rien récupérer, donc je vais pas t'écraser d'un seul coup, mais je vais te mettre la pression pour récupérer doucement, quoi. Non, il m'a mis une pire pression, parce qu'il m'a dit, j'investis dans ta boîte. Donc j'ai réfléchi, je suis revenu le voir une semaine après, j'ai pas dit oui tout de suite. Je suis revenu une semaine plus tard, j'aurais pu dire oui tout de suite, sans déconner, mais une semaine plus tard en disant, voilà, ok. D'accord, Animal devient une prod. Et ça veut dire qu'il faut embaucher des gens, qu'il faut faire un site internet, qu'il faut investir, qu'il faut trouver des réalisateurs. Parce que pour l'instant, ça avait juste une existence. Pour l'instant, c'était une coquille pour facturer quand je bossais à l'étranger et quand il a fallu que je fasse un film en France, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est un associé qui est aujourd'hui dans votre boîte ou pas du tout ? Ouais.
Ouais, d'accord. C'est toujours l'associé. Qui s'appelle ? Je ne dirai pas son nom. D'accord, ok. Et du coup, ça sera pour le prochain podcast. D'accord. Et du coup, non, je pourrais dire son nom, mais en fait, comme j'ai complètement oublié de le prévenir qu'on faisait ce truc-là, Oui, non, mais j'ai pas t'inquiète envie pas. tu vois. Tu peux garder des choses pour toi, il n'y a pas de problème. Donc ce monsieur qu'on va appeler Marc, par exemple. Ouais. Voilà. Marc Il te s'appelle dit Marc. ça. Il s'appelle Marc. C'est vrai ? Non. Ce serait T'imagines génial. Ce serait la génial. coïncidence. Donc Marc te dit, je veux investir dans ta boîte. Marco me dit. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Est-ce que tu serais ok pour devenir producteur, quoi. Vraiment passer ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, ok, ça peut m'intéresser, mais je veux le faire bien. Et du coup, je me suis mis à la recherche de quelqu'un pour le faire avec moi. Et j'ai rencontré Vincent. D'accord. Par le biais d'une amie en commun. Et donc, on s'est vu en loose day dans un café caché, comme un genre des amants, tu vois, parce que lui bossait déjà dans une prod. Ah oui, d'accord. Donc, Le projet de partir, moi, n'était pas encore acté. Je savais que j'avais envie de voir quelque chose d'autre. Et après, je commençais tout juste à envoyer quelques petits mails par-ci par-là à certains producteurs à Paris, des gens que je connaissais pour sentir un peu ce qui se passait dehors. Et c'est vrai qu'au même moment, on se rencontre, donc on se voyait le matin avant d'aller au bureau. Excellent. Et on débriefait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, nos envies, qu'est-ce que tu fais, comment tu vois les choses, etc. Donc, ouais, c'était quand même un peu plus, violent que ça. C'est-à-dire que notre première énergie, qui n'était pas du tout la bonne, mais on s'en est rendu compte après. Hein. Notre première énergie, c'était, on monte une prod, on va tous les niquer. Mais parce que lui, il avait cet âge-là, d'avoir envie de compter, qu'on parle de lui, de créer une boîte dont on va parler, parce que les producteurs à Paris, il y en a dont tu dis juste le prénom et tu sais qui c'est, tu vois. On a aussi envie d'être eux, tu vois. D'accord, il y avait cette ambition. Et moi, mon truc c'était aussi parce que j'avais en moi, et c'était un peu de ma faute, parce que c'est aussi moi qui ai créé ce problème, ce truc de ça n'a pas fonctionné à Paris. Pourtant, j'ai été dans des bonnes prods avec des super producteurs. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ce truc de réal. J'ai pas plus cartonné que ça. De me dire, c'est forcément de la faute de mes producteurs de l'époque. Ah oui, d'accord. Donc moi, j'ai envie de produire et je vais tous les niquer. Ouais. Ça nous a permis d'avoir une patate d'enfer au départ. Et puis très vite, on s'est dit, on va se calmer parce que l'idée, ce serait pas de les niquer. Parce qu'on en est incapable. Et puis que ce serait complètement con. Cette énergie, c'est pas la bonne. Ouais. Et après, on a switché. D'accord, mais alors, si on presse-pause 2 secondes là-dessus, toi, quand vous vous êtes vus à ce moment-là, vous vous êtes rencontrés, t'étais dans quelle énergie ? T'avais envie tu cherchais plutôt à bouger dans une autre prod, mais en tant que producteur, du coup, c'est ça ? Exactement, ouais. Pourquoi t'avais envie de changer ? Parce que c'était bien, ça faisait 5 ans que j'étais... ça se passait super bien, ça faisait 5 ans que j'étais chez MAD, mais c'est vrai qu'on était 2, c'était souvent toujours les mêmes types de projets, et puis ça fait partie un petit peu d'une manière de fonctionner en pub. En fait, il y a quand même pas mal de turnover, donc on a besoin de temps en temps de changer un peu d'air. Quand on travaille dans une production, on a notre roster de réalisateurs, t'as toujours les 4 mêmes avec qui tu bosses tout le temps parce que c'est potentiellement ceux qui sont le plus forts ou ceux dont tu reçois le plus de projets pour eux, et t'es souvent dans la même typologie de projet. Et si tu veux faire évoluer ça, c'est soit tu vas chercher d'autres réalisateurs, ou soit, moi, à l'échelle où j'étais à ce moment-là, c'était plus intéressant de bouger, de voir complètement autre chose, plutôt que d'aller chercher d'autres réalisateurs. Je préférais me dire, tiens, je pars ailleurs, je vais découvrir un peu ce qui se passe ailleurs, et je vais découvrir une nouvelle aventure, en fait. D'accord. Et t'avais des parts dans la boîte ou pas du tout ? Pas du tout, non. Donc là, il y avait aussi le côté créer une boîte et en être... partiellement propriétaire ? C'était pas du tout le projet, ça l'est pas vraiment là actuellement. J'ai pas nécessairement eu l'envie de créer ma boîte à ce moment-là, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on avait une telle énergie, il y avait une telle envie. Enfin, je voyais d'autres producteurs en même temps avec qui je parlais. C'était pas du tout la même motivation, et je sentais que là on avait les moyens de créer quelque chose qui nous ressemblait le plus. C'est cool. On s'entend toujours super bien. Ça matchait super bien sur toutes les discussions qu'on avait. On était d'accord, on travaillait presque avec les mêmes personnes. On avait une énergie en fait. Il y avait un truc qui nous a semblé évident quand on s'est rencontrés, c'est que moi je venais de la beauté, donc avec une certaine méthode de travail, et Vincent a fait beaucoup de food. Chez MAD. Donc rien à voir. Mais si, en fait. Si. On s'est rencontrés, en fait, en se rencontrant et en parlant, on s'est rendu compte que nos méthodes étaient les mêmes. Ouais, d'accord. La beauté et la food, c'est exactement la même chose quand tu les tournes, en fait. Tu travailles avec des spécialistes. Moi, c'était des coiffeurs, lui, c'était des food stylistes.
Et puis la lumière, c'est la même chose, c'est le souci du détail, la direction artistique, etc. quoi. Et du coup, on s'est pas mal retrouvé là-dessus parce qu'on voyait les choses de la même manière. D'accord. Et alors ce moment-là, c'était un moment où... C'était 8h du mat dans un café à Étienne Marcel. Lui, il a pris une orange pressée. Moi, j'avais 25 kilos de plus et je crois même que j'étais blond. Non, t'avais les cheveux très longs. J'avais les cheveux très longs. C'est vrai en plus. Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais, donc c'est assez récent quand même. Et donc du coup, le contexte, c'était quand même que Marco voulait rentrer dans... le contexte, c'était qu'un mec me sauvait la vie, en tout cas professionnelle, et que du coup, j'avais une opportunité géniale. D'accord. Et je crois que ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand j'en parle autour de moi, personne n'a connu ça. C'est-à-dire qu'on te laissait un sursis, enfin, il te laissait un sursis sur tes dettes si il tu les a lançais payés, une prod avec quelqu'un. Et ça payait mes dettes. Ça faisait partie du deal. Ça faisait partie du package. Alors, c'est de l'argent que je dois et que là, c'est toute une histoire de pourcentage, etc. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ouais, c'était à la fois reprendre une grande bouffée d'air et aussi une leçon. Ouais. Une leçon sur, ok, je crée ma boîte aujourd'hui, mais là, ce mec qui aurait pu m'écraser, c'est lui qui m'aide. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une belle leçon d'entrepreneuriat, quoi. Ça peut fonctionner aussi comme ça. Ouais. C'est aussi pour ça que cette énergie qu'on avait au départ de on va tous les niquer, on a switché très vite. Parce que c'est l'inverse de ce qu'a fondé Animal en fait. Ouais. D'accord, donc c'est plutôt un service qui t'a rendu. Bah à mort. Oui, c'est un énorme service. Et une sorte de truc qui a lancé les choses, de te dire tiens, je vais m'entourer de toi, Vincent, qui a plus un profil prod, donc ça permettait de compléter. La merde dans laquelle je me suis mis tout seul en faisant ce premier film, en voulant tout faire tout seul, c'est fini. C'est une leçon. C'est une super leçon. D'ailleurs, il y a 2 leçons. La première, c'est je ne serai pas réalisateur chez Animal. On a eu cette discussion très tôt avec Vincent, de est-ce que tu continues à réaliser, et si oui, est-ce que tu es sur le roster, etc. On s'est dit non. Pour pas faire fuir les autres réals ou... Bah pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est pas très fair avec les autres réals, c'est-à-dire que s'il y a un board qui arrive, je vais le regarder pour moi, et ça, c'est pas super. Et ensuite, parce que je suis persuadé que si je veux que ça marche, il faut que je fasse que ça. Mais tu disais pas, justement, je prends quelqu'un comme Vincent qui lui est plus prod, donc les compétences qui me manquaient, elles rentrent dans la boîte à ce moment-là. Donc justement, moi, mon profil réel va aider. Bah, je comprends, mais dans ce cas-là, j'aurais pu rester à la PAC ou aller dans une autre boîte. Si tout ce que je voulais, c'était un producteur pour me produire. Là, c'était vraiment... non, pas pour te produire toi, mais pour continuer à cultiver le côté artistique de ton profil. Tu vois ce que je veux dire ? Se dire, bah tiens, moi, je vais amener tout ce qui est l'ADA, l'œil. C'est ce que je fais toujours. C'est ce que tu fais toujours. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, chez Animal, on a vraiment trouvé... En fait, on produit vachement en binôme. Je parle de la pub, là, parce qu'on a Thibaut aussi qui nous a rejoint, qui s'occupe du clip, Thibaut Jacquet. Mais en pub, c'est Vincent et moi. Ouais. Au début, on s'était dit, on va chacun avoir nos projets, machin. Mais en fait, on produit beaucoup en binôme. Je m'occupe beaucoup du côté artistique. Je suis les réalisateurs. Parce qu'en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que quand on reçoit un board, je vois exactement quelles sont les angoisses du mec qui va devoir réaliser le film. En tant que réal. En tant que réal, quand c'est réal, tu vois, les nœuds, les trucs. Et c'est, pour moi, vachement facile de l'aider. Par contre, ce que fait Vincent, j'en suis incapable. C'est effectivement tout le côté plus prod pur. Gestion, moi je travaille plus avec le Dear Prod, avec le TV, avec l'agence. Là où je vais beaucoup plus parler avec les TV Prod, Noé va beaucoup plus parler avec les créas. D'accord. Non, en fait, c'est même on a produit tous les projets actuellement, on les a produits à 2. On a trouvé le moyen de réussir à les faire à 2 et à ne jamais se marcher dessus. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que quand j'avais eu Blaise de Badass, ils sont aussi, c'est plutôt une prod assez récente aussi, ils sont 2 et j'avais cette question pour lui, il me disait justement, lui il séparait tout, il produisait pas à 2, il me disait que ça aurait pu être un modèle un peu intéressant justement de faire ensemble plutôt que de séparément, quoi. J'imagine qu'il y a plus de choses qui se passent. Comment ça marche pour vous quand vous faites les choses à 2 ? Enfin, comment ça se fait que vous ne marchez pas dessus ? C'est parce qu'on ne s'occupe pas du tout des mêmes choses. Ouais, exactement. Et qu'on est quand même vachement ouvert à ce que l'autre pense et à la critique, ouais. C'est-à-dire que même si j'aide beaucoup un réalisateur sur sa note d'intention, Vincent, évidemment, a son mot à dire. Et toi, Noé, tu te marches pas dessus avec le réal dans ces cas-là ? Parce que Alors au début, c'était un peu bizarre pour moi.
Parce que j'avais l'habitude d'être le héros, de faire le show, décisionnaire. Sur un plateau, de choisir la musique que je fous, de m'amuser, de rigoler avec tout le monde. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais sur un canapé derrière un écran à regarder. Et c'était un peu bizarre. Donc il a fallu que je canalise un peu mon énergie, mais... C'est pas facile ça, quand tu sais ce qu'il faudrait... Enfin, tu penses savoir ce qu'il faudrait faire. T'as pas envie de dire au réal, mais tu veux pas essayer de le tourner comme ça? Non, parce qu'il est réalisateur, il connaît son boulot, et qu'il le fait d'une autre manière, mais c'est sa manière de faire. Donc je respecte ça parce que j'ai été à sa place. Et qu'en plus... je sais qu'au moment du tournage, ma place de producteur sur le canapé est beaucoup plus simple, agréable, confortable que la sienne. Ça, c'est clair, ouais. En première ligne, avec des créatifs qui viennent lui parler toutes les 2 secondes, un chef-op, machin. Donc, tu vois, je respecte ça, quoi. Je le laisse respirer. Mais ça, pour moi, au début, oui, c'était un peu particulier. Après, pour l'instant, on s'est jamais retrouvé, par exemple, sur un film beauté. On a fait quasiment que de la comédie. Donc, c'était pas des films que je réalisais, ça. Donc, je suis pas capable de parler à des comédiens, ou je l'ai jamais fait, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je les laisse faire parce que je trouve ça génial de les regarder bosser, quoi. En tout cas, vous arrivez à trouver un fonctionnement un peu plus collaboratif que dans d'autres prods où vous êtes 2 producteurs, un plutôt prod, l'autre plutôt DA réal, et tout en travaillant avec un réal et des agences. Ouais, là ça fonctionne bien, et d'ailleurs les retours des agences sont plutôt très positifs là-dessus. Ça ne dérange pas d'avoir 2 interlocuteurs? Non. Au début, par exemple, pour l'un des premiers projets qu'on a fait avec La Chose et Laura Sacarère, au début pour elle c'était un peu bizarre parce qu'elle savait pas à qui parler, et en fait très vite elle a dit ok, Vincent c'est pour ça, Noé c'est pour ça, et quand on a fini ce projet, c'était l'un des premiers qu'on faisait, et pour nous ça a été super encourageant. C'est Fabien Techner, le DC, qui est venu nous voir en nous disant c'est super en fait parce que ça marche super bien votre duo en fait. J'ai vite compris à qui je devais parler, comment ça fonctionnait en fait quand on produisait un film avec vous. Donc là, ça nous a conforté sur notre choix de faire à 2, et c'est pour ça qu'on a continué comme ça. C'est vrai qu'au début, ça peut paraître bizarre, mais en fait, après, c'est des boucles de mails, tu le sais. Quand un TV envoie un mail, et il y a souvent des assistants de prod, il y a souvent des producteurs, donc il y a plein de monde. Celui qui répond, c'est celui qui doit parler, et après, tu continues la boucle, en fait. Et puis, il y a des duos de réalisateurs, par exemple. Mais ils y arrivent. Et puis même dans une prod, je trouve ça même assez sain, parce que souvent, dans une prod, si t'as que des producteurs, c'est quand même bizarre d'avoir un métier si important que réalisateur qui est systématiquement externalisé au final. Tu peux réfléchir, te dire, tiens, dans la structure où tu produis des films, de pas avoir de réal du tout, c'est aussi un peu bizarre. De pas avoir de compétences, en tout cas, réal, quoi. C'est étonnant. C'est ça que je veux dire. Et là, du coup, en tant que producteur, il y a plein de questions auxquelles tu peux pas répondre quand t'as pas de compétences de réal, quoi. Donc ça paraît logique, en fait, d'avoir ça. Quand tu peux pas y répondre, ça m'est arrivé de tomber sur des producteurs qui ne pouvaient pas répondre à tout ça. Du coup, ils te laissent faire, ou ils te disent non. Voilà. Souvent, ils te disent non, c'est pas possible. Sauf quand il y a un assistant réal hyper sympa, toi, qui pousse. Et qu'on rappelle jamais derrière. Qu'on rappelle pas. Non, mais je suis d'accord, mais en fait, c'est intéressant pour moi de rencontrer des réalisateurs aujourd'hui. De voir des mecs qui viennent nous voir, qui sont peut-être souvent dans d'autres boîtes, et de parler avec eux. Parce que je me rends compte, et c'est à ce moment-là aussi que c'est en faisant tout ça que je me suis rendu compte qu'en fait mes producteurs de l'époque qui n'avaient pas réussi à me vendre, c'est pas qu'ils n'arrivaient pas à me vendre, c'est que ce qu'ils avaient à vendre, c'est-à-dire moi, le produit qu'ils avaient était pas le bon. J'étais pas... J'avais pas cette discussion avec eux. Quand on est des réalisateurs qui viennent nous voir aujourd'hui, en nous disant je suis dans telle prod, ils me font pas assez bosser, j'hésite à partir, etc. Je leur demande d'avoir une discussion avec leurs producteurs que moi j'ai pas eu, que j'ai jamais eu avec mes producteurs parce que je l'ai jamais osé la demander. C'est je risque de partir. Est-ce que je peux savoir ce que vous avez fait pour moi? À qui est-ce que vous avez envoyé mon travail? À quel TV? À quel créatif? Quels ont été les feedbacks? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que mon travail est trop sombre? Est-ce que c'est parce que mes films sont trop longs? Est-ce que... C'est ça, parce que moi, c'était je pense que ça aurait été important pour moi d'avoir cette discussion avec mes producteurs. Ouais, c'est bizarre de pas l'avoir, en fait, au final, c'est vrai. Hein. Mais personne ne l'a, parce que tu es aussi vachement dans l'affect. Ouais. Tu es aussi vachement dans l'affect, et puis surtout, ça marche pas. Tu te dis, on est dans un truc tellement compétitif que tu te remets pas en question, tu te dis juste, ça marche pas, je suis une merde.
Ah, ou alors il y a des réels qui te disent clairement que tu les sont vends pas assez bien. Ouais. Ouais, ou que tu les vends pas assez bien, quoi, que tu t'es pas bougé à aller voir les bonnes personnes. En fait, Alors que franchement, moi je vois ça du côté producteur. Souvent, quand t'arrives pas à vendre un réal, c'est que en fait, tu le montres. Quand t'as un réal, quand t'as un nouveau réal, tu vas le montrer à tout le monde. Et il y a des gens pour qui ça prend, des gens pour qui ça prend pas, quoi. Et ça, Ouais, tu peux. Mais après, à l'inverse, il y a des réals qui tournent pas dans certaines prods et ils changent de prod et là ils se mettent à tourner. Et tu te demandes toujours, mais comment ça se fait? C'était le producteur qui les vendait bien. Tout vient du réal. Pour toi, tout vient du réal. Vas-y, explique-moi. Pour moi, c'est le mouvement crée l'opportunité. Tu changes de prod, t'as une nouvelle fraîcheur. D'accord. La manière dont tu parles aux gens. Ouais. Les briefs, tu vas pas de la même manière. Tu parles pas de la même manière. Je sais pas, il y a un truc nouveau, quoi. Par contre, ce que j'avais pas, moi, j'avais pas conscience à l'époque quand j'étais réalisateur que j'étais un produit. Aujourd'hui, c'est vraiment ça que je mets en avant. C'est-à-dire que notre produit à nous, c'est les réalisateurs. Il faut qu'on arrive à les vendre. Si notre produit il est dans d'autres prods, il perd de sa valeur. Donc on essaie qu'il soit que chez nous, quand c'est possible. Et si tu n'arrives pas à le vendre, c'est soit que tu n'as pas trouvé les bons arguments, soit qu'il ne correspond pas à un besoin du moment. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais. Moi, par exemple, je faisais des films féminins avec toujours une pointe d'humour et de second degré. À l'époque, je faisais des films Garnier, des Nivea, des choses comme ça. Des films qui n'avaient absolument rien à voir avec mon boulot perso où je faisais ces films féminins avec du second degré, etc. Tu vois. Aujourd'hui, il y en a beaucoup des films comme ça qui se font. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais mieux fonctionné. Ouais. Oui, il y a le timing aussi, ouais. Ah, c'est intéressant tout ça. Oui, sauf que si j'avais eu cette discussion avec mes producteurs qui m'avaient dit, si j'avais osé avoir cette discussion, et si les mecs m'avaient dit, écoute, continue, ça va marcher, j'aurais peut-être continué. S'ils m'avaient dit, ton truc c'est super, mais aujourd'hui c'est pas ça, peut-être que j'aurais fait autre chose pour nourrir mon boulot du moment, mais j'ai pas osé avoir cette discussion. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour moi maintenant quand on reçoit des réalisateurs, c'est que je leur raconte pas d'histoire. Ce discours de vécu, on l'a avec eux en fait. C'est-à-dire que Noé oriente vachement le discours là-dessus, parce que c'est des choses qu'il a vécues, et c'est surtout les réalités du moment, et on s'en rend compte petit à petit que c'est des discours qu'ils n'ont pas ailleurs en fait. Et c'est important de les avoir, et c'est important de les mettre face à cette réalité-là en fait. Un réalisateur étant un produit, il y a des moments, on le voit, on fait de la pub, donc c'est énormément d'effets de mode en fait. Il y a eu, il y a X années, c'était les réalisateurs étrangers, on est revenu sur les réalisateurs français, on a eu les films de danse, à chaque fois c'est plein d'effets de mode comme ça qui se passent. Et ça, tout le monde ne s'en rend pas compte en fait. Surtout quand on est réalisateur, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas au bon endroit, au bon moment. Et c'est important d'avoir cette discussion avec ton producteur parce que ça te permet d'être proactif. Il y a une chose que Noé faisait par exemple énormément quand il était réalisateur, c'est que souvent, tous les ans je crois, il faisait des courts-métrages perso. Ce qui nourrit ta bande en plus de toute la publicité que tu fais. Et ça, pour le coup, nous, on essaye toujours de pousser à chaque fois qu'on rencontre des réalisateurs, et tous ceux qu'on a chez nous, de leur dire écrivez des projets et on essaiera de les faire. On en a fait quelques-uns. Ça marche avec des périodes, mais bosser les mecs. Ouais, c'est ça. On les pousse à bosser. L'année dernière, on a produit 3 courts-métrages de 2 minutes de nos réalisateurs. C'est justement, c'est pour ça en fait, c'est pour créer aussi, développer leur bande, mais c'est surtout pousser leur créativité. Faut qu'ils bossent en fait, parce que quand un réal pitch pas, quand il est pas en compétition, quand il écrit pas des notes, concrètement pour lui parfois le temps il est long en fait. Et tu peux avoir la déprime qui s'installe. Exactement. Et perdre la ouage dont tu parlais que tu peux retrouver en bougeant quoi. Bien sûr, mais ça suffit un moment. Mais en fait, moi je faisais 2 ou 3 cours par an. Et c'est ça qui me vendait, c'est ça qui faisait que j'arrivais à bosser. Parce que je faisais des pubs Garnier, en agence ils en avaient rien à foutre de voir une nouvelle pub Garnier, enfin tu vois, ce qui les intéressait c'était de voir un court-métrage marrant avec des belles images et puis du second degré et puis des filles comme on les voit pas d'habitude et ça me vendait vachement. En Allemagne ça cartonnait. Et ça j'ai souvent cette question-là, qu'est-ce que doit faire un réal pour réussir un réal qui n'a pas de bande pour réussir à se vendre quoi. Et donc toi tu penses que... En fait c'est pas son boulot réal de se vendre. Non mais se vendre, tu veux dire devenir plus intéressant ou construire sa bande? Il faut qu'il bosse, et il faut qu'il bosse sans essayer de construire sa bande. C'est-à-dire qu'on voit des mecs qui viennent, ils nous montrent des fausses pubs. Ça marche pas les fausses pubs. Une fausse pub elle fonctionne que si l'idée vient d'un créatif. Parce que sinon tu vas aller la montrer à des mecs en agence qui ont des codes et qui ont des cases à cocher
Alors les codes de la comédie, les codes des cheveux, les codes des bagnoles. Donc si ta fausse pub ne sort pas d'un tiroir de créatif et d'un cerveau de créatif, ce sera pas au niveau, quoi. Il n'y aura pas les codes au niveau de la créa, tu veux dire. Il n'y aura pas les codes au niveau de la créa, il y aura pas c'est des mecs qui sont super forts en direction artistique, c'est des mecs qui savent exactement quelle musique utiliser, enfin tu vois, c'est des gars, c'est leur boulot, quoi. Toi t'es réalisateur, même si t'es le meilleur réalisateur et que tu fais super bien les choses, bah peut-être que la veste que tu vas foutre sur ton comédien, elle est un peu ringue, quoi. Ouais. Mais toi tu le sais pas. Ouais, tu le sais pas. Ouais. Parce que tu t'es focalisé sur l'image et la lumière. Sauf que quand tu vas aller montrer ton film en agence, ils vont te dire ah putain c'est pas mal, mais putain la DA elle est un peu à chier, quoi. Alors par contre tu vois, tu peux... Donc là, dans ce que tu dis, ça serait qu'il vaut mieux faire autre chose qu'une fausse pub et peut-être un court-métrage. Il vaut mieux faire autre chose qu'une fausse pub, il faut toujours bosser, en fait, il faut toujours tourner. Mais court-métrage, tu trouves pas que... Moi, quelquefois, quand je vois des courts-métrages, je me dis, ça fait très fiction, ça ressemble vachement à du cinéma. Mais moi, je faisais moi, c'était comme des pubs. Un court-métrage, ça peut faire 20 secondes. Tu vois, ça peut faire 20 secondes. Tu peux filmer juste des gens qui se croisent dans l'ascenseur, et ça dure 1 minute. Et tu fais une mini-série de gens qui se croisent dans l'ascenseur et qui se disent des choses. Un court-métrage, c'est pas forcément un truc avec une chute à la fin. C'est tout d'un coup soit une manière de faire, soit une vision qui va créer quelque chose. L'intérêt en l'occurrence des créatifs ou des TV prod, parce que donc ça peut être un film un peu concept sans qu'il y ait forcément un scénario, c'est ça que tu veux dire? Oui. Et puis l'intérêt, ce qui est génial avec le court-métrage, c'est que si c'est nul, bah tu le montres pas. Tu vois, j'en ai fait plein, moi, des trucs que je montre pas. Mais en tout cas, tu tournes. J'ai même fait des trucs nuls que je montre. Mais en tout cas, l'idée de tourner, ça je suis assez d'accord. C'est vrai que tu restes dans la bonne dynamique, quoi. Ouais, mais faut tourner. Quand tu tournes. C'est vrai, quand t'es réel, soit t'écris, soit tu tournes, soit tu montes, mais tu fais un de ces 3 trucs-là, quoi, a priori. Ouais, alors après, c'est vrai que on fait tout un travail de recherche de très jeunes réalisateurs. Et ce qui est super avec les mecs qu'aujourd'hui, c'est qu'ils tournent, ils arrêtent pas de tourner, en fait. Ouais. Les mecs qui débarquent au bureau, qui ont 18 ans, ils ont le désavantage de tout faire eux-mêmes, parce que du coup, il y a des trucs, ça pourrait être mieux, mais comme ils le font eux-mêmes, bah voilà, il faut les aider là-dessus. Par contre, ils tournent, c'est des gens qui arrêtent pas de tourner. Des clips, des pubs, des tests, qui bidouillent, quoi. Bah aujourd'hui, c'est devenu hyper accessible. Ouais. Enfin, moi, je me rappelle, au tout début, je voulais potentiellement réaliser les choses. Je discutais avec les réalisateurs de chez Irène. Et en fait, le premier truc qu'ils me disaient, ils me tendaient un MacBook, un téléphone, voilà, tout ce qu'il faut pour faire un film. Va faire un film, en fait. Si tu as envie de réaliser, va faire un film. Je l'ai jamais fait, mais techniquement, c'est vrai, en fait. Ouais. Et il y en a plein comme ça qui viennent nous voir en nous disant voilà, j'ai fait ce film-là, bon, bah, désolé, je l'ai tourné avec mon iPhone, c'est pas grave, en fait, t'as fait un film. Et c'est génial. Potentiellement, enfin, l'idée, elle est bien. Enfin, même en plus aujourd'hui tu fais des belles images avec l'iPhone. Nous on fait une campagne publicitaire en ce moment avec tourné à l'iPhone, donc c'est pas du tout c'est pas du tout un problème en fait. C'est pas un critère. Ouais, c'est ça. Et l'accessibilité maintenant elle est dingue en fait, et on se rend compte parce surtout là où on est sur une phase de recherche, on rencontre plein de jeunes de 18-20 ans et ils ont plein de choses dans leur bande en fait, et c'est génial. C'est trop bien. Et des fois c'est nul. Ouais, des fois c'est nul. Ah bah bien sûr. Mais c'est souvent nul. Et on leur dit. Le pire c'est quoi on leur dit. Non, on leur dit sur quoi faut bosser. Ouais. Mais on leur dit aussi ce qui marche bien. Et comment vous les trouvez ces gens-là? Bah alors on les trouve. C'est souvent Thibaut en fait qui fait le clip chez nous, qui passe son temps vraiment à chercher des choses et tout, et puis qui nous envoie plein de profils. C'est-à-dire qu'on est quand même une très petite structure, donc on n'a pas vraiment de personnes dédiées à ça, quoi. Ouais. Comme ils peuvent avoir dans les grosses boîtes, tu vois. Donc donc nous, comme on est très occupés par nos histoires de pub, Thibaut, dans son habitude de travail, il est tout le temps en train de regarder des choses, et du coup, il nous envoie beaucoup de profils de jeunes et moins jeunes, mais qui sont plutôt, on essaie tout le temps d'aller vers des gens qui sont pas ailleurs déjà. Ouais. Ce qui limite beaucoup les choses, mais c'est comme ça qu'on les trouve, quoi. Et puis après, tu vas sur les grosses écoles de direction artistique, etc. Il y a le nom de tous les gens qui ont fini l'école il y a 3-4 ans. Bon, tu te dis que là, maintenant, ils ont commencé un peu à bosser. Et puis tu vas sur leur site, enfin, tu perds du temps, quoi. Ouais, tu creuses, mais c'est vachement intéressant. Ouais, mais c'est hyper chronophage. Et c'est vrai que du coup, on se demande toujours comment est-ce qu'on peut faire ça mais ça fait en même temps qu'on produit des films. Ça fait partie du job, en fait, on le sait. Enfin,
on en revient toujours au même sujet en fait. Nos réalisateurs, c'est notre produit. Notre produit, c'est comme dans toute marque en fait. Il faut le faire aussi évoluer. Ouais. Et ça passe par là en fait. Donc c'est de la recherche de nouveaux produits ou de savoir même, ne serait-ce que juste de chercher ça te permet aussi d'avoir des références pour certains de tes réalisateurs en fait. On a un réal qui faisait beaucoup de comédie, qui a envie d'aller sur plutôt des films de sport, c'est quelqu'un en plus. On lui envoie des rêves de temps en temps. Tiens, on a vu ce jeune mec qui a fait un film comme ça, regarde et tout, les rêves sont plutôt bien. Toi, avec ton niveau, t'es plus expert que lui, donc tu peux pousser un peu plus les choses, tu peux réfléchir un peu différemment. Donc on est toujours obligé d'enrichir en fait notre offre en fait, d'autant et puis plus que notre réflexion. On est des piou-piou. Tu vois, on est tout petit. Donc pour que les mecs en agence nous répondent, faut vraiment leur envoyer du lourd. Bah ouais, faut des trucs excitants. Faut leur envoyer des choses qu'ils ont, des mecs qui connaissent pas déjà. Et puis des choses, des nouvelles, des trucs plus frais, des manières de tourner, de raconter des histoires qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. D'accord. Parce que c'est aussi l'autre boulot que je découvre moi aujourd'hui, c'est qu'avant réalisateur, merde, je fais tomber le micro. Moi, avant réalisateur, j'appelais des TV et des créatifs, ils me répondaient tout de suite. Et puis on allait faire des déjeuners, des dîners, c'était cool. Le jour où je suis devenu producteur, il n'y a plus personne qui m'a rappelé. Plus personne n'a répondu. C'est génial. Tout d'un coup, j'ai un truc à leur vendre, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Ouais. Et ils te recevaient quand t'avais rien à leur vendre. Ils me recevaient parce que j'étais réalisateur, j'étais cool, j'arrêtais pas de faire le tour du monde, j'allais filmer des nanas sur des plages cool à l'autre bout du monde. J'étais plutôt un mec marrant à inviter à déjeuner, tu vois. Et du coup, tout d'un coup, je veux te montrer un peu, parler un peu d'animal, personne ne me répond. Et alors ça, justement, les débuts, pour toi, là, donc vous êtes regroupés dans Animal. Ouais. Vous avez... c'est quoi le début c'est quoi les premières choses que vous avez fait? Trouver des réals. Sur mon canapé, chez moi. Nos bureaux, non, on était... Dans un bar? Ouais, après dans un bar, on allait beaucoup dans un bar, je sais plus lequel c'était. On allait à... L'Hôtel National, qui est un truc à Arts et Métiers, ça nous a coûté une blinde de café, c'était n'importe quoi. Et en fait, au début, c'est trouver des réalisateurs. Faire un site un peu cool, c'est-à-dire qu'on a fait faire le site par une artiste, Daphné Navarre, qui fait des collages, etc., qui est super. Et puis ensuite, tu prends tes petits réalisateurs sous le bras, puis tu essaies de trouver des rendez-vous. Et en fait, on s'est dit, soyons un peu différents, soyons un peu arrogants, soyons un peu drôles et tout ça. Et du coup, on envoyait des newsletters avec des faux témoignages de Mourad qui parlait de nous, de Guillaume Canet. Excellent. Et du coup, il avait marré les gens, donc ils nous appelaient, tu vois. Ah, c'est rigolo ça, ce côté on a fait des trucs cons, on a fait une lettre pour les créatifs. Qui était pas mal. Aussi, un jour, on s'est dit, on va envoyer, comme on trouve que notre site internet, il est beau, on s'est dit, on va envoyer une photo de nos sites internet à Brovelli tous les jours. Donc Brovelli chez BETC. Ouais. Exactement. Pourquoi tous les jours? Tous les jours, jusqu'à ce qu'il réponde. Il a jamais répondu. On a eu un stop, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais peut-être, D'accord, donc vous avez des petites méthodes un petit peu rentre-dedans que vous avez quand même gardées. Ouais. Non, j'ai fait un truc super, mais il m'avait dit Vincent Médite pour en parler, mais je vais en parler. Vas-y, balance. J'ai envoyé un message aux 4-5 gros TV parisiens en disant salut chérie, je me rappelle plus, c'est toi qui vas chercher Mathieu à la crèche? Et là, ils répondent. Là, ils ont répondu 3 petits points d'interrogation, ou alors je crois que tu te trompes de numéro. Et du coup, je disais ouais, alors pas tout à fait, tu peux quand même aller voir sur le site. C'était une période sur les débuts. C'est excellent. On avait une super énergie et des idées comme ça, on en avait, je pense, 15 par jour, voire beaucoup drôle. Plus. Et à chaque fois qu'on en avait une, on se la notait, puis on essayait toutes les semaines. En fait, c'était notre moyen de communiquer. En fait. Et en fait, mais c'est cool parce qu'il faut quand même sortir du lot dans ces moments-là. Et comment tu fais dans ces moments-là? T'arrives quand même à dire allez, on peut rester sur ce genre de truc un peu sur ces petites conneries. T'es obligé. Où tu te dis non, attends, on est une prod qui est petite, justement, faut montrer pas de blanche. On trouve un jour une réalisatrice allemande et on adore ses films, on les trouve hyper drôles. Donc j'envoie un mail à une vingtaine de DC à Paris en disant c'est super drôle, si tu trouves pas ça drôle, je t'envoie une bouteille de vin. Et il y en a un qui nous répond, c'est tellement nul que je veux bien une caisse. On envoie une caisse. Une demi-heure après. 1 heure après, le mec nous a appelé en disant j'ai un projet.
Ça, il a dit ça, j'ai trouvé ça drôle par contre. Ah, c'est donc j'ai un excellent. projet. Il a aimé l'attitude et c'est vrai que c'est à chaque fois, Excellent. on a toujours essayé de trouver en fait, vu on est parti très très fort avec des grosses vannes, avec pas mal d'arrogance dès le début, on s'est calmé, on s'est temporisé un peu, mais il y a toujours une pointe d'humour, il y a toujours une petite pointe d'arrogance dans nos messages, mais on a remarqué que ça interpellait et ça fonctionnait en fait. Ah bah ça, clairement, tu sors du lot quand tu fais des trucs comme ça. Ça fonctionne. Clairement. Après, pas avec tout le monde. Il y a des gens qui doivent te dire arrête de me saouler avec tes SMS. Non, les gens disent pas ça, les gens disent Non. rien. Oui, on a plutôt pas. des super retours de haha, c'était super, machin et tout ça. D'accord. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que la fois où tous les gros décès et TV nous ont rappelé, c'est parce qu'on avait envoyé un court-métrage de Sarah de Chabanex qui était vachement touchant. Et là, il n'y avait pas besoin de vannes ni quoi que ce soit. Et tu vois, je parlais de Brovelli qu'on a harcelé. Je sais même où son gamin va à l'école. Oh là là, on va prendre des trucs de stalker. Non, mais sans déconner. Tu mettais une casquette et tu te mettais derrière un arbre pour le choper à la des trucs dans sortie. son cartable. Non, mais et en fait, tous ces mecs qui nous répondaient pas, tu vois, parce que c'est pas leur boulot non plus, ils sont harcelés toute la journée. Ouais. C'était peut-être rigolo, mais bon, voilà. Bah, tout d'un coup, ils ont reçu un film qui était vraiment bien, et là, ils nous ont répondu. Ouais. Et là, Sans la vanne et... Ouais, Sans parce que et là, tu dis, ouais, putain, on a marqué un point. Parce qu'en fait, on va pas se mentir, au début d'une aventure comme ça, tu comptes les points, quoi. Tout est une petite victoire, en fait. Bah oui, tu vois. clairement. Un mec qui te répond, putain, ok, ça te fait ta journée. Ah oui, et puis c'est important d'avoir des petites victoires. De finir ta journée, même si c'est de petites victoires, d'avoir reçu un projet, d'avoir eu quelqu'un au téléphone, c'est bien parce sûr que tu peux pas tenir dans la durée si t'as pas ces petites victoires, quoi. Bien sûr, et c'est marrant parce que la dernière fois on en parlait justement avec, on est au syndicat des producteurs, et il y a des tours de table avec des producteurs qui sont là depuis 30 ans, et je crois qu'ils s'en souviennent pas forcément de ça, tu vois, de ce truc de je fais une compète, même si je la perds, c'est une victoire. Ouais, je suis content quand même, parce que j'ai participé. J'ai participé, j'ai vu des créatifs, j'ai parlé à un TV, je reçois tout d'un coup, il y a une nouvelle agence qui m'envoie un truc, putain, ouais, ok, ça y est, donc maintenant on fait partie de leur circuit. Et tout ça, c'est des micro-victoires qui sont hyper importantes encore aujourd'hui. Et tu veux dire que d'autres producteurs ont oublié ça et en ont marre de perdre une compète tout bêtement, tu veux dire ? Bah, parce que c'est de qu'ils s'en l'argent. foutent, il y en a plein, il y a de l'argent, Ouais, c'est de l'argent ça. perdu, etc. Enfin, tu vois, nous, quand on fait une compète, elle nous coûte. Bah, elle coûte à tout le monde. Oui, mais Quand on est une petite structure comme nous, économiquement, on sait qu'on est moins fort que les autres. Clairement, ça nous coûte une compétition, quoi. Quand tu dois sortir un billet de 3 ou 4 000 euros sur une compète, bah ouais, ça nous coûte. C'est plus dur pour une petite structure, clairement. Ouais. On oui, peut pas parce faire que, 4 compètes dans un mois, en fait, concrètement. Enfin, si on gagne les films, oui, mais... Comme on essaye de se mettre au même niveau que les autres prods, que plutôt les grosses prods qu'on aime bien, et ben on se retrouve en compète contre eux sur des films, et du coup, faut balancer la même ça chose. fait mal, ouais. Il faut balancer les mêmes notes avec des réalisateurs qui coûtent cher, avec des... du coup, tout ça a un coût, ouais. Ça, c'est pas évident, ouais. Et comment vous avez pas trouvé des super astuces pour réussir à répondre dans des conditions économiques plus acceptables Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. Face à toi, t'as des mecs qui vont payer des DA super bons pour faire des super belles notes, des fois des notes vidéo. Il faut être au même niveau, en fait. Puis c'est surtout que nous, on vient pas de là aussi, en fait. En vrai, on arrive d'un schéma... si tu prends les dernières expériences de Noé était représenté chez la PAC. Les compètes qu'il faisait, c'était des grosses compètes, ou même en Allemagne, c'est des notes d'intention solides, avec des DA qui sont la plupart du temps les mêmes parce que c'est les plus tendances et c'est ceux qui font les meilleures notes. Moi, c'était pareil, en fait, toutes les compétitions qu'on faisait, c'était sur des gros films de comédie. Oui, tu veux dire, vous étiez habitué à faire des super notes et de... Exactement, il y a pas on a moyen appris comme ça, en fait. C'est ça, et puis même les directeurs de prod avec qui on bosse... il faut les payer pour leur devis, tu vois, parce qu'il faut se mettre au même niveau que les boîtes qu'on a en face de nous. La dernière fois, on était contre Vendée et Quad. Petite pression. Bah ouais, on n'a pas envie d'être... Oui, tu veux pas passer pour la petite prod qui peut pas payer un graphiste. Ouais, qui a Moi, comment je peux lui donner le et budget du film si... C'est ça, tu vois. Et c'est des films, c'est des gros films, donc tu peux pas prendre un directeur de prod qui fait du clip. Donc tu prends quelqu'un qui... donc ça te coûte 5-6 000 balles de faire une compète. Ouais. Et
Et puis la plupart du temps, on les perd, donc c'est très dur à chaque fois Ouais. Mais pour revenir à ce que tu C'est une disais, victoire. La victoire, c'est une victoire quand même d'avoir participé, d'avoir réussi à faire un devis, Ouais, c'est une une victoire note parce au que même il y a niveau. besoin de. C'est un métier c'est quand même un métier qui fonctionne vachement avec l'ego. Tu t'en prends plein la gueule en fait. C'est ce que je dis tout le temps. C'est un sport d'endurance. Mm. Être sur une compète et être sur une compète face à quad, tu perds. Ok, mais t'es face à quad. Ton ego, c'est bon. C'est déjà bien, ouais. Ouais, c'est déjà bien. Tu vois, bien sûr. Alors c'est peut-être des trucs qu'on se raconte pour pas flipper complètement. Ouais. Mais c'est une réalité en fait. Ça a été toutes nos premières victoires en vrai. Sur les premiers projets qu'on a reçus, on a reçu des petits projets de comédie. Le premier gros projet qu'on a reçu, on s'en rappellera tout le temps, c'est David Green chez BETC qui nous envoie un gros film où il y a beaucoup d'argent. Et là, on se dit, ok, on reçoit ce projet, pour nous, on était vraiment au top du top. Clairement, on était hyper contents. C'était notre plus grosse victoire, et c'était le cas. On n'a pas fait la compète, on n'a pas fait le film, mais c'était une victoire et ça restera un moment marquant du début d'Animal Animal. Ouais. Bah oui, parce que ça voulait dire qu'on lui avait vendu notre sauce et qu'il avait aimé. Tu vois. Alors après, et qu'il avait confiance en la structure et les producteurs, parce qu'au niveau réel, vous aviez peut-être pas les mêmes que les autres qui ont rencontré. Alors il y a le film. ça, et peut-être que... Mais ça a été notre erreur aussi, de débutant, c'est qu'on s'est peut-être retrouvé face à un truc un peu trop gros à ce moment-là. Ouais, et alors parce que le mec nous dit, bah voilà, nous on a ça à faire, et la ref c'est les Megaforce. Bah ouais, normal. Ok, super, on les appelle. Du coup, je pense qu'il attendait de nous qu'on lui sorte un jeune mec que personne ne connaît, super nouveau, avec... Différents Megaforce. Ouais, les Megaforce 10 ans avant, tu vois, que personne ne connaît, où tu te dis, ah, putain, génial, enfin un truc cool. Et on l'a, ce mec. Mais on s'est dit, non, il faut quand même balancer un truc un peu lourd. Donc on est parti dans des recherches d'étrangers, de mecs avec vraiment des bandes cool et tout ça. Mais t'essaies de faire comme Megaforce, mais forcément un tout petit peu moins bien, parce que la ref c'est Megaforce. Donc, et donc du coup t'es à peu près sûr. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand on nous a dit qu'on montait pas sur la compète, on a compris pourquoi. On s'est dit putain, là tu vois, on a fait une erreur de producteur. Mais dans votre tête, vous aviez le bon réal qui lui aurait pu passer, qui était plus... Potentiellement, ouais. Après, avec du recul, on s'est dit, tiens, ce mec aurait pu être... On ne sait pas si c'était le mec qui aurait pu passer, mais c'est le mec qui aurait créé la surprise dans la tête de David Green. Qui aurait dû être envoyé par vous, en tout cas. Ouais, cette boîte-là qui arrête pas de dire, on est trop cool, machin... Effectivement, ils ont des idées, quoi. Je pense qu'il attendait de nous une surprise, comme tous les TV attendent de nous, c'est-à-dire un truc un peu surprenant et un peu différent, puisque si tu es une jeune boîte aujourd'hui, que tu te montes avec les mêmes réals qu'ailleurs ou des réals étrangers, que tu vois, ça sert à rien en fait. Du coup, je pense qu'on a un petit peu foiré ce premier coup, mais parce que on était obligé de le foirer. Ouais, bah de toute façon, c'est les erreurs qui apprennent à pas les ça, refaire, quoi. Tous les jours. Donc, on la gueule tous les jours. Vous en prenez encore. C'est notre manière d'avancer, je crois. Ouais. Mais c'est génial. Parce que souvent, en fait, on se rend compte, on fait des erreurs, on s'en parle derrière, on dit, mais putain, mais en fait, on n'apprendra jamais. Mais en fait, si, à chaque fois, on apprend des erreurs qu'on fait la veille. Donc c'est génial. Ce qui nous sauve, c'est que les films qu'on a faits sont bien produits. Ouais. Donc on peut, tu vois, ça va quoi. On est des bons producteurs. Tu veux dire ça rassure Ouais, ça rassure. On peut faire des blagues. On produit bien. On peut de temps en temps se planter sur une compète, un réal, machin. On produit bien. Oui, vous savez délivrer. Donc du coup, on continue à vous envoyer des boards. La confiance n'est pas rompue à cause de ça. Non, mais il y a des rendez-vous loupés. Le rendez-vous avec David Green, c'est un rendez-vous foiré. Ouais. Après, vous n'êtes pas la seule prod qui a eu une expérience comme ça, tu vois. Mais j'espère bien que tout le monde a une expérience comme ça. Ouais. Mais j'espère bien qu'on en aura 10 des expériences comme ça, tu vois, c'est normal. Ouais. Mais on essaye à chaque fois de se remettre en question, de se dire, bon alors, qu'est-ce qu'on a foiré Parce qu'encore une fois, si on n'est pas sur la compète, c'est qu'on a foiré quelque chose. Clairement, oui. Oui, on peut toujours se dire que l'aider était pipé ou je sais pas quoi, enfin il y a tout un tas. Mais en fait, à la fin, c'est il y a de la place pour tout le monde. Tu vois. À la fin, tout le monde a envie d'une proposition un petit peu différente, hyper qualitative. Et voilà, eux aussi sont en recherche d'une proposition un peu différente et d'être surpris aussi, quoi. Bah ouais. Bah évidemment, et puis c'est surtout, le job d'un TV, c'est d'aller chercher des réalisateurs, et son job, c'est de connaître toutes les productions de Paris, de connaître aussi dans quelle production tu as quel réalisateur. Donc normalement, comme certains le font encore, ils nous appellent pour des réalisateurs.
En l'occurrence, nous, c'était pas le cas parce qu'on était une jeune structure et qu'on n'était pas encore assez connu chez les TV. Donc, c'était à nous de présenter la bonne personne sur le bon projet, de créer la surprise, toujours en gardant ce ton qu'on avait et en poussant cette énergie-là. Donc on retournait un peu le truc. Donc, c'est pour ça qu'on se dit toujours, tiens, on n'est pas monté sur la compète, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à créer la surprise comme il fallait, ou par rapport à comment on s'est vendu en tant que société, on n'a pas bien répondu à l'offre. Ou alors, quand on a gagné des projets, c'est cool, là, on a bien géré le truc. Ouais. On a proposé la bonne personne, on est parti dans la bonne direction et c'est génial. Et ce côté un petit peu fun, surprenant, limite arrogant dont vous parliez, ça, vous continuez à le faire? Vous pensez que c'est... On est comme ça, hein. Moi je suis comme ça. Ouais, j'ai un peu senti. Ouais. C'est l'énergie. C'est-à-dire faut que ce soit drôle, quoi. Ouais. Ça peut être drôle, hein. Ça peut vraiment être drôle. Peut être drôle, ouais. Moi, quand j'étais assistant de réalisateur qui faisait tout dans la douleur. C'est un enfer. Ouais. Ça peut être drôle, ça peut être bienveillant, ça peut être... tu vois, c'est possible aussi de travailler. Enfin, on fait on arrive à des stades de nos vies où on va le faire, le job. Hein. On sait le faire. On flippe toujours un peu au début parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. À la fin, tout le monde sera content et ça sera bien fait parce que c'est notre boulot. Tu vois, ça, on a pu à le... Donc, rigolons un peu, quoi. Et du coup, ouais, on s'est dit au départ, quand on a commencé à communiquer sur le truc, et c'est un boulot, hein, parce que quand on écrit tout ça, des newsletters, ou quand on écrit même des mails à des gens un peu importants, où il faut un peu dire des trucs un peu marrants, tout ça, on les travaille, on se les fait lire, on les retravaille, il y a un petit boulot d'écriture, quoi. Mais en tout cas, vous êtes aligné sur le fait qu'il faut surprendre et que ça soit original à chaque fois, quoi. Ouais. D'accord, cool. Ouais, sans que ce soit, faut quand même que ce soit cohérent avec ce qu'on vend comme réalisateur. On fait de la comédie, donc on peut se permettre ça, quoi. Tu vois, si on faisait que des films de... Vous vendez beaucoup de la comédie aujourd'hui, au réel? Ouais, on s'est un peu adapté, parce qu'au départ, on était vraiment sur un truc un peu beauté, un peu still life, et puis on s'est rendu compte qu'en France, surtout, nous, on a créé la boîte à un moment un peu compliqué où tout se fermait, et où en fait, c'est les films de comédie qui ont été vachement demandés après. Du coup, on a quand même vachement transformé notre offre. C'est le gros du marché, en vrai. Si on fait le calcul, je ne sais plus les pourcentages, mais majoritairement en France, le marché repose sur la comédie. Donc du coup, on est obligé d'avoir une offre comédie. Et ça nous va bien aussi. On l'aime bien, cette offre-là. On l'aime bien. En plus, elle correspond à nos tons qu'on utilise. Mais c'est vrai qu'après, en venant de la beauté, tu vois, t'aurais pu te dire, tiens, justement, mon expertise, elle est plus beauté. Est-ce que je vais pas justement aller chercher mais tous les gens que je connais déjà? J'étais déjà comme je suis maintenant. Et moi, je pense que ça a été ça, en tant que réalisateur, mon erreur qui a fait que ça n'a pas mieux fonctionné, c'est que ce que je tournais était trop différent de moi. Et c'est vraiment, il y a un moment où si t'es pas un peu sincère, ça fonctionne pas. Le fait de faire de la beauté, c'était trop loin de toi ou... Ouais, parce que je faisais des films chiants. Enfin, pas des films chiants, mais je faisais des films techniques, cosmétiques, cheveux, tout ça. Alors que moi, je faisais des claquettes sur les plateaux en jouant des djembés et en écoutant de la musique, quoi. Tu vois. Je voulais rigoler, quoi. En fait, il aurait fallu que mes films soient à l'image de ce que je dégageais comme énergie, ce que je faisais dans mes courts-métrages. Mais mes courts-métrages me servaient à faire des pubs Garnier, Nivea, L'Oréal, etc. Alors que j'aurais voulu que ça me fasse faire des films plus... comme on voit aujourd'hui, il y a quand même pas mal de films féminins drôles, quoi. Tous les pubs H&M, tout ça. Où tu vois des manières des nanas un peu différentes, et puis des manières de filmer différentes. Et puis, moi, c'est ça que je voulais faire. D'accord. Et alors, du coup... vous avez fait ces messages un petit peu rigolos qui ont pour certains pris. Vous avez cherché des réals et il y a quoi d'autre dans ces débuts de prod que vous avez dû faire? Dans ces débuts de prod, il y a un espèce de truc, ça passait ou ça cassait. On n'a pas mis les noms des réalisateurs sur le site. D'accord. Ouais. C'était juste une page avec des films. Et on s'est dit, bon... Ça venait de quoi? Ça venait du fait que, en fait, au début, on s'est dit, on veut créer Animal, c'est une marque. Donc, on veut mettre en avant cette production-là, en fait, comme une marque. On l'a commencé, donc, comme disait Noé, en fait, on a créé une homepage par une artiste. Il y a une DA, c'est un visuel très fort.
Et donc du coup, tout devait répondre un peu à cette marque-là. Donc quand on rentrait dans le site, le visuel, c'est avec pas mal de verdure, pas mal d'animaux. Il y a un œil en plein milieu, donc on clique sur l'œil, on rentre dans le site. Et là, on découvrait plein de films. L'objectif, c'est que tous ces films répondent à la DA qu'on donnait avec le visuel. Donc ça veut dire qu'il y avait à chaque fois dans chaque film, soit c'était de la beauté mais avec une DA très précise, soit c'était du lifestyle toujours avec une DA, de la comédie où il y avait un truc assez particulier en DA aussi. On essayait toujours d'avoir quelque chose de très qui se ressemblait énormément, une vraie cohérence pour répondre à une marque, comme le ferait une marque. Et donc ça c'était assez intéressant et on l'a vraiment poussé jusqu'au bout. Et après ce qu'on voulait aussi c'était interpeller les gens, c'est-à-dire que ça répondait aussi à ce qu'on faisait avec les messages, un peu d'arrogance. Quand on envoyait le site au TV, la plupart du temps on avait des réponses qui nous disaient ouais mais les gars on sait pas où cliquer, on sait pas qui a fait quoi, on sait pas ce que c'est. Vous êtes des réalisateurs. Et là tu poses la question de alors merde. Est-ce qu'on a bien fait ou est-ce que justement c'est l'effet attendu? On a sorti ce truc-là. Là, c'était en une après-midi, on a eu des rendez-vous partout. Ouais. Tu vois. Justement, avec ce on a interpellé en fait. L'objectif, c'était aussi d'interpeller. C'est-à-dire qu'à partir du moment, un TV qui a l'habitude d'aller sur un site d'une production, de cliquer sur l'onglet directeur, de voir tous les noms, de dire je connais pas, ah tiens, c'est cool, je le mets de côté. Là, ils pouvaient pas le faire chez nous. Donc, du coup, la plupart du temps, on recevait des messages en disant je sais pas comment prendre votre site, je sais pas qui vous êtes, c'est chiant. Et ben reçois-moi. Ouais, sauf que souvent, il nous est arrivé aussi que les mecs disent ce film il est super, c'est qui? Bah c'est tel réal. Ah bon, mais je connais son boulot, pourtant je l'ai jamais vu ce film-là. Parce qu'en fait, t'es TV, tu connais les noms des réals, il y en a un que t'aimes pas trop, ou que ça t'intéresse pas a priori, tu vas pas cliquer sur son nom. Peut-être que le mec a fait 3 nouveaux films qui sont top, tu vois. Et en fait, ça a permis aussi ça, quoi. Par contre, la vérité, c'est que maintenant, on a décidé de les mettre. Oui. Là, parce que maintenant, c'est fait, ce truc-là est fait, etc. Et qu'on a envie que ce soit plus simple de s'y retrouver. Ouais, de s'y retrouver maintenant. Et l'autre vérité, c'est qu'on avait, dans cette homepage, tu as plein d'animaux, il y a des boutons cachés, tu devais cliquer sur un animal, tu avais une page director avec tous les noms, tous les noms des films. C'est une usine à gaz. Allez, les mecs énervants, quoi. Mais sauf que alors, il y a un bouton caché, mais bon. Ça, c'était vraiment quand on sortait de rendez-vous et qu'on disait, quand les gens nous demandaient, ouais, mais là, par contre, ok, j'ai compris l'idée, c'est super, vous m'avez montré les bandes et tout, comment je peux faire pour les avoir moi de mon côté? Et là, du coup, on sortait notre petite carte. Alors, tu as un bouton caché. Tu cliques sur le perroquet, tu cliques sur la gauche. C'est excellent. Mais en même temps, tu sors vraiment du lot. Hein. C'est marrant de se dire, tiens, comment je vais emmerder le monde juste pour qu'ils se souviennent de moi, quoi. Enfin, c'était vraiment ça l'objectif. C'était ça un peu l'objectif, dans le sens où quand tu veux créer une marque, il faut interpeller. Enfin, on fait de la pub, on fait de la communication, donc il y a vraiment un truc assez important là-dessus à prendre en compte. Et nous, c'était ça. On voulait interpeller pour potentiellement que les gens se disent, tiens, animal, ah, c'est les relous qu'on leur cite avec le perroquet ou t'as les réals. Ou alors autre chose, mais on devait interpeller. On arrive, on est les nouveaux... Donc il faut qu'il y ait un espèce de reminder dans la tête des gens pour qu'ils se disent tiens, animal, c'est eux. Ouais. Et du coup, ça a marché. Bon, maintenant, il faut on est en train justement de refaire le site pour maintenant afficher, faire un peu comme tout le monde, quoi. Parce qu'on a créé le truc et que ça y est, c'est inscrit. Pas de la tête de tout le monde, hein, mais de quelques personnes qui nous suffisent pour bosser, quoi. Ouais. Mais vous réfléchissez déjà à votre prochaine opération relou comme ça, d'interpellation? On a une liste comme ça, mec. On est inarrêtable. Est-ce qu'il y en a une que vous avez écartée, que vous pourriez partager? On avait un truc qu'on voulait faire, mais c'était juste pour se marrer, entre prod. Ouais. On voulait envoyer notre stagiaire chez 75, demander naïvement les coordonnées des réalisateurs. On trouvait ça hyper drôle. Comme Delphine qui est chez 75, c'est mon ancienne productrice à la PAC. Ouais. Je me disais, putain, ça serait super drôle de lui envoyer mon stagiaire. Bonjour, alors on m'a dit que je pouvais demander Delphine. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone de Gianoli, s'il vous plaît? Excellent. Bon, ça vous l'avez pas fait par contre? Non, on l'a pas fait. Non. On connaît, enfin même moi j'ai été assistante Delphine non, quand elle était chez Irène. Ça nous aurait énormément fait rire nous personnellement. Je pense qu'elle aussi. Je pense que le stagiaire, mais pauvre stagiaire. Ouais, pas cool pour le stagiaire. Ouais, pas cool. Non, mais sinon on en a plein quoi. Parce que c'est comme ça qu'on communique. Après, il faut que le fond reste intéressant de toute façon. Ouais. Donc là on a beaucoup de nouveaux réalisateurs à présenter. Et je pense que du coup, là, dans les prochaines semaines, il va y avoir pas mal de blagues. Ah ouais?
À chaque fois, Sans préparation. À chaque fois, on essaye toujours, comme disait Noé tout à l'heure, on écrit un texte, on l'écrit ensemble, on se le partage, pour présenter le réalisateur. Dedans, il y a toujours un ton un peu comédie, un ton un peu arrogant, où il y a quelque chose qui démarque un peu les choses. C'est pas genre juste, tiens, on a rentré ce nouveau réalisateur, va voir sa bande, elle est super, tiens, regarde ce film, il est encore mieux. J'avoue, les biographies comme ça, t'as pas envie de les lire. Ouais, c'est chiant, mais tu vois, par exemple, sur Packshot Mag, les mecs qui annoncent les nouveaux réalisateurs, c'est chiant à lire, quoi. C'est une bio. Je t'avouerais que je les lis même pas, les bios, parce que je trouve que c'est pas très... Alors, de temps en temps, t'en as certaines qui essayent d'être rigolotes, justement, et là, c'est cool. Mais sinon, globalement, t'as pas trop envie de lire ça, en fait. Tu vas plutôt cliquer sur le film, voir est-ce que ça te plaît ou pas, tu vois. En fait, ce que tu dis avant va te dire quelque chose sur la production, et les films vont te dire quelque chose sur le réalisateur. Donc, nous, on dit quelque chose sur la production en disant des conneries avant. Plutôt marrantes, et puis plutôt cool, etc. Et puis ensuite, c'est les films qui sont bien. Après, si on fait des blagues et que les films sont merdiques, ça craint. Bah ouais. Ouais. Ça craint. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça nous est pas encore arrivé, mais... Ouais. Et alors, du coup, vous avez fait tout ça. Vous avez du coup produit des films assez vite En fait, on a produit des films avant même que la boîte soit lancée. Oui. D'accord. Ouais. On a fait un film pour Roger Vivier. C'est ça, non ? Oui. Ouais, avant que ça soit vraiment réellement lancé. Ensuite, ça a été assez vite, dans le mois. On a lancé la boîte, dans le mois, on a commencé à avoir des films pour la chose. Et puis ensuite, on passe d'un projet à l'autre, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est énorme, même. Ouais, enfin, après... le début de ta prod, de pas avoir de gros temps morts. Des moments où t'en as plein, et puis des moments où t'en as plus du tout pendant plusieurs mois. Ouais. On n'a pas encore connu ça. Après, on aimerait bien bosser beaucoup plus. Ah ouais, ça. Tu vois, c'est toujours le même truc, c'est-à-dire que bon, comme on produit à deux, donc en fait, on va fait très deux fois vite. plus, ouais. Il faudrait qu'on en ait 2 fois plus. Ouais. Ouais. Mais ça, ce truc de produire à deux, c'est qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc à part une complémentarité, c'est plus sympa même au quotidien de pouvoir échanger tout le temps. C'est vachement sympa de pouvoir compter sur quelqu'un. Confronter ses points de vue. Quand tout d'un coup t'as un coup de mou, l'autre te refout la pêche. Quand tu te poses des questions sur des... Parce que c'est ça qui est hyper intéressant quand tu montes aussi ta boîte, c'est toute cette histoire de stratégie. Où je vais, comment, avec qui, pourquoi. Est-ce qu'on va plus vers ce type de film ? Est-ce qu'on va plus vers du client en direct ? Est-ce qu'on veut faire de la photo ? Est-ce que... Là, je pense que tout seul, j'aurais été incapable de le faire. Avec Vincent, on a un vrai... on échange vachement, quoi. Donc du coup, c'est très agréable. Et vous n'avez pas rebossé avec l'agence de mannequins de Marco dont on parlait au début, non ? Non, il est pas au quotidien dans la boîte. Non. Il est dans la boîte, mais il nous laisse... faire. On n'a pas l'obligation de bosser avec lui du tout. Et puis même, d'ailleurs, on n'a jamais bossé. On a fait un film beauté où on aurait pu, mais on n'a pas bossé avec lui. Non, après, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour nous. Si on veut pas payer les droits, ça complique. Il faut payer les droits avec lui. Ouais, c'est relou quand même. Nul. Attends. Ça nous perd vite. Non, mais après, c'est compliqué souvent en fait. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on partage des bureaux et c'est pareil, il y a aussi des agents d'autres agents de comédiens qui ont rien à voir avec Marco. Mais même, on bosse même pas avec eux en fait, parce que un réal veut un directeur de casting, un directeur de casting connaît c'est telle agence. Exactement. Donc en fait, c'est des connexions des uns et des autres. Et, ça n'a jamais été l'idée en fait. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment vous deux qui gérez ça et la stratégie et tout ça dont on parlait. Nous deux, avec Thibaut qui s'occupe lui du clip. Et Thibaut, il est venu dès le début ? Thibaut, il nous a rejoint il y a 6 mois. D'accord, ok. Thibaut, en fait, alors pourquoi vous faisiez déjà du clip avant qu'il vienne ou... On commençait à rencontrer et à essayer de démarcher des gens, parce nos réalisateurs voulaient faire du clip et allaient potentiellement aller les faire ailleurs. Ça nous emmerdait. Et du coup, on s'est dit, faut démarcher ce truc-là, mais c'est tellement de... Enfin, tu sais ce que c'est, hein. Tu as des mailing lists comme ça, que tu passes tes journées sur LinkedIn, Rien qu'identifier les gens. Et du coup, nous, on le connaît ce job en pub, on connaît les gens, en clip. Les labels. Tu pars de zéro, ouais. Les labels, mec, il y en a, mais... Beaucoup. Mais des milliers, quoi. Ouais. T'as un mec, un label. Tu te dis, putain, mais c'est fou, quoi. Donc, on a commencé, puis ça a été compliqué. Et on a un réalisateur qui voulait faire du clip et qui est arrivé avec ses propres projets. Ouais. Pour un rappeur, Sneezy. Et à ce moment-là, on a intégré Thibaut.
Et depuis, il a vachement développé ce truc-là, ça a pas mal marché. Et lui, il savait déjà faire ça avant ou non? Il était directeur de prod, Mmh. plus. Et l'idée l'intéressait, enfin la proposition, notre manière de bosser, tout ça, il s'y retrouvait. Il s'est dit pourquoi pas. Donc avec le côté aussi producteur, de devoir identifier les labels, aller les voir et tout ça, quoi. Ouais, chose qu'il a fait étonnamment très rapidement. Malgré la liste longue comme le bras. Oh là là, putain, c'est un enfer. On lui a donné notre listing qu'on avait fait et clairement, là aujourd'hui, il l'a développé en fait. Mais il était à temps plein dessus, donc c'est comme nous en même temps quand on faisait ce listing de clips. On est parti avec une petite base qu'on a étoffée, mais en même temps, on doit aussi développer notre listing de TV. Ça change énormément et en fait, on se disait, c'est pas possible de gérer les deux. Ouais. On se rend compte qu'il y a beaucoup trop d'interlocuteurs d'un coup. Et puis surtout, si en même temps, tu es au début et tu cherches aussi les réals pour faire les futurs films, c'est trop de choses, quoi. Sûr. Et puis, il y a un autre truc, c'est que on s'est mis à produire à deux. On peut pas produire des films à 5 000 euros. Bah oui, il faut que ça... On peut pas produire des clips à 15 000 balles. Deux producteurs sur des clips à 15 000 balles, c'est impossible. Ouais. Donc du coup c'était pas... C'était pas tenable. Non. Donc depuis 6 mois, vous avez déjà réussi à tourner les clips? Ouais, on en a fait 5 ou 6. Ouais, certains qui sont pas sortis encore, mais certains qui sortiront jamais d'ailleurs. Certains qui sortiront C'est jamais vrai aussi. Ouais. Non, on a eu un truc avec un artiste qui s'est pas aimé en fait. Ah, il a pas aimé ce que ça donnait, donc du coup, il le sortira. Il s'est pas aimé lui dans le film, quoi. Ouais. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est un... Ça, c'est un truc en pub, c'est comme il y a l'enjeu financier est tellement gros en pub que ça t'arrive rarement. Ouais. Tout est pré-mâché et quand tu arrives à la fin, tout le monde sait à peu près ce qui... Là, en clip, c'est très différent. Ça coûte moins cher, donc en gros, son risque son risque, il est quand même élevé parce qu'il a moins d'argent, l'artiste. Mais... Oui, mais bon, voilà. Tu vois. Du coup, c'était... Mais sinon, non, on a fait un Célassou qui était pas mal. Ouais, lui, il tourne pas mal. Mais il reçoit aussi beaucoup de projets. Enfin, l'avantage, c'est ça, c'est le clip, on reçoit beaucoup. Tu montes pas sur tout et tu vois quand la musique te plaît ou quand le budget aussi correspond aussi aux attentes des uns et des autres. Mais il reçoit pas mal de projets en fait. On se rend compte que... Oui, il en reçoit beaucoup plus que nous. Ouais, mais en pub, quand tu reçois un projet, t'as quasiment tout le temps envie d'y aller, ou de trouver une solution. Surtout. T'y vas. T'y vas, quoi. T'y vas, quand tu reçois un projet, t'y vas. Et puis surtout, quand tu es en pub et que tu reçois un projet, généralement, tu trouves assez facilement des réalisateurs. En clip, c'est différent. Tu reçois des projets, et des fois, tu les envoies à 15 réals qui disent bah non, c'est de la merde. J'aime pas le titre. Ouais, j'aime pas le titre. Parce en plus, ils écrivent et tout, donc ça leur prend parce que temps. Ça demande un investissement différent. Comme tu vas pas gagner beaucoup d'argent, faut que le film que tu fasses soit vraiment ton film, quoi. Ouais. Donc si ça t'inspire pas, donc c'est pour ça qu'il est aussi en recherche perpétuelle de réalisateurs et qu'il arrive à nous enfiler pas mal. C'est ce que j'allais dire, ça nourrit un peu votre activité pub. Ça nourrit à mort notre activité pub. Puis c'était l'objectif aussi quand on a commencé à se dire, quand on était que tous les deux et on s'est dit tiens on va sur le clip, c'était d'une part pour accompagner les réalisateurs qu'on avait déjà dans leur projet de clip, dans leur projet perso, et d'une autre part c'est aussi pour trouver d'autres talents, leur faire des films, développer des bandes et les amener vers la pub. Après c'est pas le truc majeur parce qu'on se rend compte que ça marche pas tout le temps et qu'on a quand même envie de faire des beaux films et des beaux clips, même si c'est pas pour emmener les mecs sur la pub, et il y en a certains qui n'ont pas du tout envie d'aller sur la pub et qui aiment faire que du clip. Mais ça reste un des objectifs et c'est pour ça aussi que beaucoup de prod il y a quelques années ont créé des labels clips en fait. C'était pour faire du développement. Quand on a un jeune réal auquel on croit, il y a pas longtemps on a rencontré un mec qui a 18 ans, il a 2 ou 3 films dans sa bande, c'est pas assez pour aller faire de la pub, mais on sait très bien que le gars est hyper intéressant, hyper motivé, on fait tout pour l'emmener sur du clip et essayer de faire le clip qui va compléter un peu sa bande pour derrière faire le jump en pub parce que son envie c'est d'aller vers de la pub. Le pont est possible entre le clip et la pub, à condition que ce soit un artiste hyper intéressant, tu vois, Kanye West, soit un concept qui pourrait marcher en pub. Tu vois, ça peut être souvent des trucs, c'est souvent des mecs de motion, c'est souvent des trucs ou des trucs de 3D où tu te dis ah putain c'est pas mal ça, et ça va inspirer des créatifs. C'est un peu ce qu'on vise. D'accord. Et alors là, donc ça fait 3 ans. Ça fait 2 ans et 9 mois. J'ai vu ça sur LinkedIn tout à l'heure. T'as révisé avant de venir. Et 2 ans et 9 mois, donc c'est pas beaucoup en même temps. Vous avez fait plein de trucs. Donc c'est quand même cool. Avec ce petit recul maintenant là, qu'est-ce que vous referiez différemment sur ces débuts, et qu'est-ce que vous avez envie peut-être de changer pour la suite, vers quoi vous avez envie d'aller?
Changer différemment. Je crois qu'on en change. Moi, je ne changerais absolument rien. Ouais. Moi non plus. Par contre, je sais pas. Peut-être que si je devais refaire quelque chose, mais en même temps, on n'en a pas les moyens. Mais si on avait développé le print, la photo, Ouais. en parallèle du film, ça aurait été pas mal. Parce que c'est un truc qu'on a envie de faire, mais c'est vraiment un métier dédié, quoi. Ça peut pas être produit par nous. Tu penses qu'il faut un C'est des producteur photo? c'est des codes qui sont très différents. Alors, Moi, je suis pas capable de juger le book d'un photographe, par exemple. Je vais te dire si j'aime ou si j'aime pas, mais est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est ça? Je saurais pas. Ouais, mais c'est aussi parce que tu es hyper habitué au film, mais au final, si tu te mettais dans des recherches de photographes, Pas de temps. ouais, voilà, non, mais c'est une question de temps. Mais en termes de d'œil, Ouais, je pense mais que forcément tu. Bien t'y sûr, arriverais. tu t'y arriverais, mais il faut. c'est pas le même œil, c'est pas le même vocabulaire. Enfin, en fait, on a essayé de le faire un petit peu, et puis on se rend compte, on a fait 2-3 compètes où il y avait une campagne film plus campagne photo à produire. On s'est rendu compte, en cherchant les photographes pour la photo, bah, parfois, en fait, quand on discutait avec les agents, quand on discutait avec des photographes, bah, le langage n'est pas le même. Le mot commercial est hyper vulgaire pour un photographe, alors qu'en pub, film, Bah, c'est ce que tu fais. c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est de la pub. Ouais. Donc clairement, là, on s'est dit, bon, d'accord, faut pas utiliser le mot commercial. Et il y a plein de tics de langage comme ça qu'ils ont, eux, et que nous, on utilise couramment. Ouais. Et on se rend compte, en fait, on est en train de maudire tout leur travail, alors que c'est pas le cas du tout, quoi. Ouais, non, mais il y a des gens, tu dis pub, c'est un gros mot, quoi. C'est Exactement. Bien Alors, sûr. Si photo, c'était. beaucoup. Ouais, c'est. Alors que bon. Pas du tout. Bah, il y a des photos publicitaires qui sont hyper ouais. créatives, qui sont canons. Puis il y a plein de photographes qui font de la pub aussi. Donc, Et puis, c'est pas les mêmes méthodes. On s'est Ouais. retrouvés en rendez-vous. On allait à des rendez-vous au début en montrant nos réalisateurs et en montrant nos photographes. Tu montres tes réalisateurs, tes producteurs. Quand tu montres des photographes, on te dit ah, t'es agent? Ah oui, c'est vrai que c'est un. Eh ben non. Ils sont plus Bah alors, habitués à pourquoi ce tu montres des métier-là. photographes? Ouais, c'est ça en fait. En photo, celui qui montre les photographes, c'est l'agent. Et du coup, ça. Et il y a les tout agents viennent les voir. Et du coup, parce qu'en fait, un acheteur d'art a besoin d'un photographe, il va prendre le photographe et ensuite ils vont trouver la prod avec laquelle ils ont envie de bosser. C'est pas forcément un photographe qui est relié à cette prod. Ouais. Le photographe est relié à un agent. Donc on a mis le nez dans un truc qui était complètement merdique avec des agents qui nous appelaient pour nous insulter. Ah oui, genre tu me piques mon. Ouais, putain, pourquoi t'as été montré? Bah non, mais je fais mon boulot de producteur. Bah ouais, non, mais tu fais là, tu vois, c'était vraiment. Du coup, on s'est dit bon, pub. Donc, attends, faudrait faire quoi du coup? Si tu veux, faudrait avoir un agent dans ta prod. Faudrait avoir la confiance des agences qui t'appellent en sachant que toi, tu vas bien produire les photos. Et eux te disent, on a cette campagne à faire avec ce photographe-là, est-ce que tu peux la produire? D'accord, donc plus en prod exécutive photo ouais, exactement. C'est à se souvent mettre ça. avec les agences. Ouais. Plutôt Ou sur le alors côté- un photographe qui dirait, moi, je veux bosser avec eux. avec toi, tu veux dire en Avec, tant que prod avec exécutive. Animal. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais à nouveau, plus Sur quand le même en service, mode ouais. production exécutive. Oui. Alors que c'est vrai qu'en film, t'es pas qu'une production exécutive. Non. Tu fais plein d'autres choses qu'organiser le tournage, quoi. Mais je pense que ça aurait été pas mal de développer cette partie-là d'Animal au début. Je pense que c'est le seul truc, mais concrètement, on a essayé un peu de le faire, mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps, c'était beaucoup de travail, et qu'on ne pouvait pas spécialement faire les deux en même temps. C'est vraiment Ouais, nul. on n'était pas bon du tout dessus, donc, et puis très vite on s'est dit, bon, bah, c'est pas à nous de le faire, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le faire, mais économiquement, bah, on peut pas. C'est le seul truc, je pense, que potentiellement on pourrait changer, parce que tout le reste, toutes les blagues qu'on a faites, tous les messages qu'on a envoyés, tous les films qu'on a fait, on a tout assumé, on était hyper content de les faire. C'est plutôt Donc, je cool pense jusqu'à que- présent. Ouais. C'est top. Et là, clairement, après, là, on arrive à. C'est un peu un palier dans le sens où ça va faire 3 ans qu'on existe. Il faut qu'on continue de garder cette évolution qu'on fait couramment. Renouveler un peu les réalisateurs. Là, c'est ce qu'on disait, on a pas mal de réals qui vont arriver chez nous. On revoit le site internet aussi. On rapporte un peu de fraîcheur. Bah, aussi parce qu'au bout de 3 ans, il y a des réels qui ne te répondaient pas il y a 3 ans, qui te répondent maintenant. Parce que tu as fait des choses, tu as prouvé un peu des choses. Ils ont entendu peut-être parler de toi. Et du coup, ça nous permettrait peut-être de passer un step en termes aussi de devis, de board, de budget, je veux dire. De Pardon. taille de film. Ouais. Mais comment t'arrives à évoluer comme ça tout en restant différent? Parce que vous êtes vraiment construit en étant différent, quoi. Enfin, en tout cas, sur votre com, vous étiez complètement différent. Ouais, mais ça marche. Comment tu évites de ne pas faire la même chose que les autres maintenant en Parce intégrant que c'est plein trop de tard. nouveaux réels? C'est trop tard, en fait.
Non, c'est-à-dire que notre manière de communiquer sera toujours la même, Ouais. même si c'est avec un gros réal. Après, Faut qu'on garde cette continuité-là. Après, c'est sûr que petit à petit, on fait les choses comme les autres. Après, notre job, c'est de produire. Hein. Donc, les autres, ils produisent aussi. Ouais. Donc, concrètement, à la fin, on fait la même chose. Mm. Simplement, on essaye au début de lancer les choses un peu différemment. Et on devient de plus en plus classique. Mais là, par exemple, vu qu'on veut faire évoluer le site et le rendre un peu plus normal, on essaye de réfléchir. Et en ce moment, on échange vraiment tous les jours là-dessus pour trouver ce petit tricks. Et c'est du temps. Mais on accepte de le prendre justement pour bien faire les choses et pour garder cette identité qu'on a donnée dès le début. Et vous étiez raccord sur ça au début, ouais, de ça s'est construire la fait boîte très comme une naturellement. En marque. fait, c'est pas un truc dont on s'était parlé. Ouais. Ça s'est fait un peu naturellement avec mon énergie, parce que c'est ce que... Vincent n'a pas eu le choix. Ouais, mais j'étais d'accord. T'es plus raisonnable, toi, Vincent. Je pense que je l'ai Tu fatigué. le calmes. Non, il est pas raisonnable, mais je pense qu'il est plus... Moi, je serais allé dans le mur direct. Hein. Je suis plus tempéré. Moi, je serais allé dans le mur. Ah ouais, vraiment. Ah, vous êtes complémentaires là-dessus, alors. C'est la seule raison pour laquelle on gagne de l'argent, Vincent. moi, je dis oui à tout. T'es un peu le foufou du duo. Bah, moi, je dis oui. On y va, quoi. On y va. Tu vois. Et moi, je cours derrière, je dis non. Non, Arrête, il voulait dire non. arrête. Il voulait dire non. Non, mais c'est un peu le... Mais parce que... Ouais, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui fonctionne. Après... Les gens vous identifient vraiment comme un duo, quoi. Moi, j'en sais rien. On est trop jeunes et on est trop piou-piou pour que les gens nous identifient comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est devenu par la force des choses, en fait. C'est cool, hein. Alors Oui, et puis c'est surtout que ça fait 3 ans qu'on se voit tous les jours, qu'on se parle tous les jours. Et donc, du coup, tout s'est créé comme ça et tout fonctionne comme ça aujourd'hui. Ouais, alors après, il y a un autre truc, c'est que si on était 2 producteurs dans notre coin, pendant que je cherche du boulot, il produit. Pendant qu'il cherche du boulot, je produis. Ouais. Là, quand on est sur un projet tous les deux, il n'y a plus personne qui cherche du Ouais, taf. et du coup, tu peux avoir un chez trou, Animal. c'est ce dont je parlais tout à l'heure, quoi. Le trou, il arrive après le projet. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, ça demande aussi quand même un peu de gymnastique pour pas perdre ce fil-là, quoi. Ouais. Il y a toujours un moment où on se fait un petit rappel en disant là, on est à fond, c'est cool, on va en PPM demain. Par contre, peut-être falloir relancer un peu ce matin, se bouger un peu le cul pour avoir pour avoir le prochain projet derrière, en fait. Ouais, parce que là, on est encore sur des projets moyens, avec des budgets à 100, entre 100 et 200, 250. Mais le jour où on est sur un gros film, un très gros film qui nous prend vraiment 4 Encore mois. plus de temps, ouais. Tu vois, qu'est-ce qui se passe à la fin des 4 mois? Ouais. Bon, le jour où on sera sur ce film-là, je pense qu'on sera plus 3 à Oui, bosser. et puis- On aura aussi des gens qui bosseront pour nous, Et etc. puis, et puis quand tu as ce film-là, tu trouves des solutions. Enfin, notre taf, c'est quand même de trouver des solutions, quoi. C'est rageant de se dire que tu pourrais ne pas recevoir ce genre de projet juste parce que les gens s'imaginent que tu t'as pas le temps, quoi. Ouais. Quand t'es... On trouve le temps. Tu le trouves. Ouais, Je pense que là, on trouvera le temps, c'est pas Et puis, un problème. tu trouves, quoi. Moi, et puis les gens ne connaissent pas encore physiquement pour envoyer n'importe qui. Oui. Des Vincent et Noé, il y en a plein. On avait C'est- posté ils une sont photo. vachement- On a posté une photo sur Backshot Mag. Bon, t'avais 20 kilos de plus et moi, j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Donc Ah bon, ouais. ça peut marcher. Super, donc vous prenez un freelance et puis vous l'envoyez à votre place. Il s'appelle Noé. Tu lui dis d'être bien arrogant, de sortir des blagues. Ça, c'est dur. Je Faire pense le qu'il vaudrait mieux envoyer mon double. C'est plus simple. Je suis plus simple à côté. C'est plus facile, ouais. Mais Bac. ouais, pour l'instant, je sais pas si on va être capable de se séparer pour bosser chacun de notre côté. Ouais. Mais pour l'instant, on voit pas l'intérêt, quoi. Ouais, d'accord. Ok. On a construit les choses comme ça et vraiment, je le vois pas. En fait, je me dis, on arrivera toujours à trouver la solution pour continuer à bosser comme ça plutôt que la solution soit qu'on bosse chacun sur nos projets, en fait. Ouais. Et puis c'est un peu cool, un duo de producteurs. Bah, c'est... Ça Oui. existe pas? Ouais. Je crois pas. Bah, je crois pas, moi non plus. Ah, c'est assez génial. Et du coup, là, vous avez... vous voyez pas mal de jeunes qui viennent vous voir en tant que réalisateur. Je sais pas si vous avez des gens qui viennent vous voir, qui veulent être producteurs aussi. Mais Ouais. vous conseillez quoi à des gens qui ont 18-20 ans, qui veulent avoir un peu ces métiers-là vous leur conseillez quoi pour faire ce job? De producteurs? Ouais. Bah moi j'ai toute une carrière avant, tu vois, d'assistant réal et de réalisateur. J'aurais pas pu être producteur avant ça, quoi. J'aurais été que arrogant, sans talent, Ouais. sans savoir ce que je faisais, tu vois. Ouais. Donc Ce qui te permet d'être arrogant, c'est de connaître un peu le métier. Bah, je sais où je vais, je peux pas me planter, on va pas me la faire à l'envers.
Donc je peux être un peu rigolo. À 25 ans, j'étais que rigolo et je savais pas quoi faire, je savais rien faire. Donc je pense que je me serais cassé la gueule très vite. Donc ton conseil, ça serait commence par faire des films ? Ouais, fais des films, apprends. Des films, fais des stages. Apprends, casse-toi la gueule, tu vois, regarde. Et puis regarde les autres travailler. En fait, faut pas avoir peur d'un truc. Moi, je me rappelle, c'est que, en gros, je fais mon premier stage en production à Bordeaux dans une toute petite prod. Je fais une autre année d'études à Sup de Pub. Et là, je me dis, tiens, j'ai encore envie de faire mon stage en prod. Et sauf que les productions, à Bordeaux, il y en a 3. J'ai fait la plus intéressante, il faut que j'aille à Paris. Et je suis monté avec mes CV dans une pochette. Et en fait, à l'époque, toutes les productions étaient dans le 10e, clairement tout à côté. Et j'ai fait du porte-à-porte, je suis allé voir tous les producteurs. Et en fait, je me rendais compte que les gens me recevaient. Donc c'était plutôt cool, j'étais petit stagiaire, je ne savais même pas du tout où je mettais les pieds. Quand je trouve mon stage chez Irène, je dis j'ai plusieurs offres de stage, je suis accepté dans plusieurs boîtes. Tu répondais à des offres ou tu te pointais juste à l'accueil en je disant... me pointais à l'accueil. En fait, on est toujours en recherche de stagiaires, c'est vraiment un truc, c'est hyper important. Pour nous, on a besoin, en fait, on peut pas... Vu qu'on n'a pas un rendement de films constant en production, on ne sait pas si dans 6 mois on va avoir 15 films et est-ce qu'on va avoir besoin de 15 personnes dans notre équipe, donc on ne peut pas avoir des employés en fixe. Donc il y a toujours des stagiaires dans les productions. Et ça, je ne le savais pas, mais je l'ai appris après. Et du coup, j'y suis vraiment allé au culot, je toquais aux portes et puis je rentrais, je déposais mon CV. Et sur certaines boîtes, par exemple chez Irène, on m'a dit « Ah ben, on cherche quelqu'un, je fais mon rendez-vous. » Je pars, je dis bon, ça avait l'air pas mal, les bureaux étaient jolis. Je ne savais pas ce qu'était Irène. Irène était le numéro 1 à l'époque, en fait. Vraiment, c'était presque, c'était pas le iconoclaste de l'époque. Si, c'était complètement l'icono de l'époque. C'était le icono de l'époque. Je me dis apparemment, mon futur patron, ce sera Guillaume de Barry. Je sais pas qui c'est. Et en fait, je me rends compte quelques années après. Mais c'est ça qui est important, c'est de faire des stages. La stagiaire qu'on a en ce moment, elle nous a envoyé un mail le matin. On n'avait plus de stagiaires et on avait besoin de quelqu'un. Elle nous envoie un mail, on l'a appelée 10 minutes après en lui disant « Tu fais quoi ? Viens, on a du temps. » Elle est passée, le lendemain on la prenait. Ah, c'est bon ça. Ouais, mais c'est comme ça en fait. C'est de la pub, hein. Ça va vite, l'opportunité. les choses vont vite. L'opportunité. Et c'est vraiment ça. C'est oser faire les choses. L'été dernier, on a un mec qui s'est pointé pour nous montrer son book, un photographe, mais il devait avoir, je sais pas, 18 piges, 17 ans, j'en sais rien, tu vois. Il est venu taper à la porte, vous avez du temps, je voudrais vous montrer mon travail. C'est énorme. Mais c'est génial. Et on l'a pris tout de suite. Déjà, de base, on s'est toujours dit un truc, c'est on a pris le rendez-vous, on n'a pas pris le mec. Hein. Ouais. Par contre, on lui a dit, mec, ce que tu fais là, c'est incroyable. C'est génial. Et j'ai l'impression que, je sais pas si c'est votre feeling, mais j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, quoi. Les gens, ils osent pas débarquer au bureau, parce que maintenant, ils envoient des mails. Facile d'envoyer un message par Insta ou d'envoyer des... Enfin, tu vois, c'est ça. On reçoit, je pense, à mon avis, 15 mails par semaine de stages, de CV, etc. On en reçoit tout le temps, en fait. À l'époque, c'était déjà plus compliqué d'avoir les mails. Moi, je me rappelle, j'avais imprimé la rue du Faubourg Saint-Denis, du Faubourg Poissonnière, et j'avais mes plans comme ça, j'avais surligné. Tiens, dans ce bâtiment, il y a telle prod, et j'y suis allé comme ça, en fait. On y avait l'iPhone avec, je pouvais avoir Maps, mais j'avais pas ça en fait. Donc du coup, j'avais pas l'iPhone à l'époque. Moi. Non mais c'est beau quand même d'y aller sans trop savoir. Est-ce que ça c'est mal vu ou pas? Oui, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec Animal. Ouais. Mais je trouve ça assez cool et c'est vrai que je sais pas si les gens le font autant qu'avant. Et je trouve que même vu qu'il y a les mails et tout ça maintenant. Quelqu'un qui se pointe en vrai, je suis vraiment du lot, quoi. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Et c'est surtout que quand tu reçois un mail, en fait, quand t'es étudiant, t'as 18 ans, tu veux bosser en production, tu vas regarder le listing des plus grosses productions parce que c'est normal, t'as envie d'aller là où il y a les plus gros films. Donc tu prends le mail de Mourad chez Iconoclast, tu lui envoies un mail, bonjour monsieur. Il y a des formules. Honnêtement, moi, quand je reçois un mail qui commence par bonjour monsieur Thiessé, j'adore ce que vous faites, j'aime bien regarder, ça m'énerve en fait. Alors que ou alors même qui te flatte, genre vous faites partie du top 3 des productions françaises, t'es là, mais de quoi tu parles? Mais c'est normal de le faire ça. Mais c'est juste que si tu vas toquer à la porte, ça tu vas le dire, et puis tu auras quelqu'un comme nous en face de toi qui va te dire ok, on s'en fiche de cette partie-là, parle-nous de toi. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Et je pense que faut oser faire ça. Moi, je l'ai fait, j'avais les genoux qui tremblaient et c'est pas grave en fait. Mais il y en a certains où clairement j'ai déposé mon CV, je suis parti en courant. Mais c'était cool. C'était l'occasion. Fallait tenter. Ah ouais, mais c'est courageux et puis ça aide pour la suite, hein, d'avoir fait des trucs comme ça. Derrière, les autres choses te paraissent plus faciles, quoi. Ouais. Et puis c'est des boulots où tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc si t'es pas capable d'aller taper à une porte. C'était mal barré. C'est très mal barré, Parce que tu passes ton temps
Même aujourd'hui, quand tu vois, t'as beau avoir fait 200 films de pub, le jour où tu le présentes, ton montage au client et à l'agence, bah, t'as les genoux qui tremblent. Ouais. Pendant qu'ils regardent le film, tu les regardes eux. Ouais. Oui, parce qu'ils peuvent ne pas du tout aimer, même si ton film est bien. Tu essayes de voir, de lire sur leur visage s'ils aiment pas. La lumière se rallume, il y a une espèce de blanc, c'est systématique, tu vois. Mais c'est ça qui est génial aussi. Il y a un truc qui se passe, c'est que nous, on produit à deux, on est aussi à deux dans les présentations montage, et parfois c'est vrai qu'on est là sur notre téléphone, on s'est texto. Ouais, t'as vu, il rigole pas l'autre. Il rigole pas du tout, alors que c'était la plus grosse vanne du film, merde. Et en fait, ouais, même après 10 ans d'expérience, tu continues quand même à te dire, à stresser en fait. Ouais. Tout le temps. C'est super. Et c'est plutôt bon signe en fait. C'est-à-dire que t'es impliqué quoi. Stresser, c'est vachement bien. Le stress, c'est super. Ça veut dire que tu t'impliques. Ça veut dire que ça compte. Le jour où t'en as plus rien à foutre, tu seras moins stressé, mais ça perd tout son sens. Nous, on stresse pas mal. Hein. Mais on stresse les autres aussi beaucoup. Ouais, on stresse en les fait, autres. c'est ce côté nonchalant donne l'impression que vous stressez pas, tu vois. À mort, mais on stresse à mort. Et en fait, c'est pas vrai. Nonchalant. Mais parce que, en fait, non, lui un peu plus. Moi, je suis à ouais, sauf que l'enjeu, il est énorme. Ouais. C'est nos vies. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. On a fait un pari, on est en plein dedans. Ouais. Faut que ça marche parce qu'on a envie que ça marche. Bah ouais. On met toute notre énergie dedans, donc pas le choix. Et donc c'est pour ça, c'est normal, ça reste stressant, ça reste quelque chose de compliqué, mais à la fois super cool. Après, on gère le stress tous différemment. Ouais. Moi, ma manière de gérer le stress, c'est ça, c'est de faire des claquettes et de faire des blagues. Faire des conneries, ouais. Bon, en tout cas, j'ai bien hâte de voir la prochaine communication pour la sortie de vos réals. On va te mettre dans notre newsletter. Ouais, j'espère que ça sera comme au même niveau que les trucs d'avant, quoi. On va essayer, ouais. On va essayer, ouais. Cool. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, les gars. Merci beaucoup merci à toi d'être venu nous parler de tout ça. Je trouvais ça super cool. Bah, merci. Toutes ces petites techniques de com, c'était très inspirant. Bravo pour ton podcast, parce que c'est vraiment cool. Ah, merci. Nous, on les écoute avec beaucoup d'attention. Ah bah c'est cool, merci on beaucoup. apprend plein de choses. Ouais. J'espère que les gens ont aussi appris des nouvelles choses aujourd'hui, j'en suis sûr. J'espère aussi. On va remercier comme d'hab Alice et Ogilvy qui nous ont reçus encore super gentiment. Et puis je vous dis à bientôt les gars. Salut, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.